Bon, et ce soir avec nous, dans Génération After, on est heureux d'accueillir Habib Beye. Salut Habib. Bonsoir à tous. Heureux de te recevoir. Tu connais la maison, tu as fait un passage remarqué mais fulgurant il y a quelques années. Oui, avec Gilbert. Avec Gilbert qui est à nos côtés. Il m'a formé. Il t'a formé? Ouais. Oh, n'exagérons Formation rien. accélérée quand même. Hein. J'avoue qu'avec Daniel, il suffisait d'allumer les micros, ça partait tout seul. C'est vrai. Ah, ça se passait bien avec Daniel? C'était magnifique. le Deux casting avis tranchés idéal. en Voilà. confrontation en Et général. pourquoi t'es pas resté alors? Hein? Pourquoi t'es pas resté? Écoute, à un moment donné. La loi du marché, la loi du marché. Si ça marchait bien, La loi du marché. si ça La marchait loi si du bien. Très bon de te recevoir. Vas-y Gilbert. Non, mais à la fin de sa carrière, la porte est ouverte. Ah oui. À la fin de sa carrière, elle sera longue encore sa carrière d'entraîneur. On sera tous à la retraite. On reçoit Habib, l'entraîneur du Red Star, promu le week-end dernier. Bravo pour le boulot. 3 ans de taf acharné et l'aboutissement d'une montée en Ligue 2. Tu sais qu'on n'a jamais autant parlé d'un club de national dans l'after. Est-ce que tu sais pourquoi? Oui, je sais pourquoi. Parce que Walid vient au match tout le temps. Il a quelques petits chouchous dans mon équipe. Et c'est surtout que, encore une fois, je pense qu'il aime tellement de foot. Il regarde beaucoup de foot. Mais le voir à Boer à chaque fois le vendredi, ou même le lundi de temps en temps, même si ça a été peu fréquent cette saison, c'est toujours un plaisir. Et puis le Red Star, c'est Uniquement à Bauer. Uniquement à Bauer, le Red Star. On vous a matraqué un peu, mais ça va quand même, il y a des résultats derrière. Oui, des résultats. Ouais, non, on Non, n'en a mais pas parlé pour rien mais- du tout. On a pas Oui, parlé oui, par bien après, sûr. pour les gens qui sont en province, il y en a quand même, ou dans le monde entier, faut quand même savoir que le Red Star, c'est un club particulier. C'est un club un mythique, club historique, on particulier. en parle, En tout connu cas- dans le monde entier. Hein. En tout cas, en C'est 5 Île-de-France. Coupes de France. Hein. Eh oui, 5 Cinq Coupes de France. ouais. En tout cas, en Île-de-France, que tu aies joué contre le Red Star, que tu aies joué à Bauer. Moi, j'ai joué à Bauer souvent dans l'ancien Bauer. Mais pour le coup, c'est toujours un club et un endroit particulier dans le football parisien. En tout cas, Bien sûr. tous les joueurs. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment pas le Red Star. Alors peut-être il y a un derby, je connais pas le derby à côté, Oui, mais les derbys. en tout cas, c'est pas un club où j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'animosité. Au contraire, c'est un club où il y a beaucoup de sympathie. Quand tu vas au Et, stade, il se passe quelque chose. Tout à Et il fait. se passe quelque chose quand C'est tu vas au surtout stade. qu'on a souvent stigmatisé le département du 93 et je pense que le Red Star participe en tout cas au rayonnement de la ville, mais également du département parce qu'il y a énormément de ressources. Le vivier est presque. C'est un des plus gros viviers de C'est un France. plus gros vivier, Oui. l'un des plus gros viviers de France. Il y a des joueurs extraordinaires, des jeunes joueurs et il y a plein de choses à faire. Il y a les Jeux Olympiques là qui sont là dans peu de temps et donc il y a développement des infrastructures. Il y a plein de choses autour de cette ville et ce département qui sont assez Mais il y séduisants. a un nouveau public aussi, parce que moi je me souviens quand j'étais petite, c'était pas du tout le même genre de gens Oui. qui venaient à Bauer. Maintenant c'est devenu pratiquement une sortie à la mode pour les bobos parisiens. Et pas que. Et Pas que, non, pas que. mais, oui, mais ils n'étaient pas là avant. Ouais. T'as raison, il y a un vrai brassage, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de Stan Smith et autres à Bauer maintenant. Mais pas que des Stan Smith. Ouais. des New Balance. Des New Balance aussi. Walid n'est jamais assis. À chaque fois que je me retourne et que je le regarde, il est toujours debout. Non mais Walid, moi je suis Faut venu prendre il y a de la quoi, hauteur il y a pour 2 regarder mois les avec matchs. Walid. Ouais. Le spectacle était à la fois sur le terrain et en tribune aussi. Toutes les 2 minutes, des gens faisaient la queue pour aller saluer Walid Acharchour. Ah, abuse pas non plus. Le mieux, c'est la remarque d'un c'est supporter vrai, qui a dit Walid, j'ai adoré tes stories en Thaïlande. Ouais, c'est vrai. Le problème, c'est que je me dis. Le mec vient pour lui dire ça. J'ai adoré En tes fait, stories. c'est un Pas Génération c'est un After, tes stories en influenceur. Thaïlande. C'est un Non, influenceur non, en fait. Tu vois, c'est ça ton problème, Kevin. Non, mais je lui dis mes analyses foot, sinon il me dit non, très bien aussi. Très bien aussi, tu as raison. Bon, t'es avec nous, Habib, pendant ce Génération After. On va parler également ce soir avec Kevin qui veut développer un avis sur Pierre-Emerick Aubameyang. Tu veux lui rendre hommage ce soir. A-t-il fait oublier Alexis Sanchez à l'OM? Avis de Walid également à venir. Après le match de Mbappé hier à Lorient, avis intitulé Ça c'est mon Kylian, ça c'est mon Mbappé. Il nous dira pourquoi, ça va en surprendre certains. Et puis le quiz de l'After, comme tous les jeudis soirs, à partir de 21h45. D'ailleurs, si vous voulez participer pour gagner un bomber shot, faites le 732-16 par SMS, vous envoyez quiz et vous pourrez participer avec une des 2 équipes ce soir dans Génération After. Jouez et gagnez sur RMC avec Shot, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot. Et pas Scott, ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com. Et puis à 22h l'After avec Gilbert. Avec ce soir Daniel Riolo, Stéphane Guy, ils seront là tout à l'heure. On va parler arbitrage, on va faire le point sur le bordel complet dans l'arbitrage en Ligue 1. Révélation également ce soir sur le centre de formation du PSG, parce qu'ils en passent de drôles au centre de formation du PSG. On vous racontera ça tout à l'heure. Et puis Willy Sagnol sera avec nous un peu plus tard, vers 23h, sélectionneur de la Géorgie. Qualifié pour l'Euro, Willy, qui faisait partie de l'équipe d'RMC il y a quelques temps. On est ravis pour lui. Il nous racontera l'aventure tout à l'heure. Et puis on ira faire un tour en Italie, voir comment
comment se porte l'Atalanta Bergame avant le match contre l'OM, puisque l'Atalanta jouait hier soir et s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Italie. Des news également de Xavi qui finalement reste à Barcelone. Voilà un club où Habib ne pourra pas aller tout de suite, il faudra attendre un petit peu. Et donc on fera le point. Vous n'aurez pas pu le payer de toute façon. On fera le point tout à l'heure, voilà peut-être. Et puis Bauer, c'est aussi un stade mythique pour l'after, parce qu'on a fait un match de l'after de légende. Bien sûr. À Bauer il y a quelques années. C'est vrai. On a relancé Lionel Charbonnier. J'y étais. Ouais, bien sûr. j'y Il étais. y avait Habib, il y J'étais pas avait, encore dans la il famille. y avait un casting de fou. Hein. Ouais. Mais je On me avait fait rappelle, jouer au foot Christophe Dugarry quand même. Je crois que c'est la dernière fois qu'il a joué au foot. Il n'y avait pas Pierre Ducrot au milieu, je Il crois. y avait Pierre Ducrot, bien sûr. Il y a Lionel Charbonnier dans les buts. Ça Mendy, s'était terminé au tir au but. Il y C'était avait magnifique. Bernard Mendy, non? Il y avait Bernard Non, il y avait pas Mendy. Bernard Mendy. Il y avait Michael Il y Siani. avait Michael Michael Siani. Siani. Ouais. Il y avait D'accord. Aubragnac. Et il y avait Kevin Diaz, bien sûr, qui Est-ce avait que- brillé mille feux. C'est pas le lieu du drame, Riolo qui tire un penalty. Non, Non, Daniel. il était coach. Non, Il non. était coach. Ah, il Non, était coach. non, ouais. c'est la Panenka ratée de Simone Rovera face à Lionel Charbonnier. extraordinaire. Et Lionel qui veut lui mettre une baffe, genre tu m'as pas respecté. Extraordinaire, le match. C'était magique. C'était magique. L'after à 22h. Vous À nous tout à appelez le l'heure. 32-16 est ouvert, le standard. Max, Adrien sont là pour poser vos questions à Habib. N'hésitez pas, supporter du Restart, bien sûr, et pas que. Et puis la chaîne YouTube de l'After, vous savez, on est en direct. Vos commentaires également envoyés dans le chat de la chaîne. Bon, alors Habib, tu as connu des grands moments dans ta carrière. Finale de Coupe d'Europe, Marseille, Strasbourg, l'Angleterre, bien sûr aussi. Quelle saveur elle a cette montée avec le Restart vendredi soir? Comment, je ne vais pas te faire une hiérarchie, évidemment, c'est très différent, ton rôle est différent, mais en termes d'émotion, d'intensité. Ouais, ça a un petit peu plus de poids parce que lorsque vous êtes l'entraîneur d'une équipe comme le Red Star, mais lorsque vous êtes entraîneur en général, vous avez l'impression que la responsabilité d'une montée et d'un projet comme le nôtre repose sur vos épaules. Et comme on a vécu un vrai drame l'an passé, c'est-à-dire de ne pas monter, d'être 20 minutes en Ligue 2 et de ne pas monter à la dernière journée, j'avais l'impression aussi d'avoir un petit peu laissé tomber certaines personnes. On a toujours ce sentiment-là, même si la réalité aujourd'hui d'une non-montée n'incombe pas seulement à l'entraîneur, mais cette responsabilité-là qu'on m'avait donnée dans le projet dans lequel on était lancé a été très difficile à accepter l'an passé. On est reparti et donc cette saison, on avait vraiment envie d'aller chercher cet objectif-là, de monter en Ligue 2. Et donc forcément, la satisfaction, elle est pas que pour moi, elle est aussi pour mon staff, pour tous les gens qui travaillent au club, de voir tous ces gens, après le match, être sur le terrain et de se dire, on va enfin vivre la Ligue 2 à Bauer, parce qu'en fait, la réalité de ce club, c'est qu'il a fait l'ascenseur, mais jamais dans son stade. Ils sont allés à Beauvais, ils étaient à Jean-Bouin, et donc il n'y a jamais eu une réelle identité sur le très haut niveau. Là, maintenant, le club est en développement, le club commence à se structurer, le stade se développe, l'équipe se développe, les investisseurs sont arrivés, et on a l'impression que c'est le meilleur moment pour le Red Star pour arriver en Ligue 2 et avoir participé à cette logique-là. C'est une énorme satisfaction pour mon staff et pour moi, parce qu'on parle souvent de moi, on me met Bien en sûr. avant, mais j'ai un staff qui bosse de façon assez exceptionnelle à mes côtés, et c'est la réussite de tout ce staff et surtout des joueurs, parce que ce sont eux le moteur. Et il ne faut surtout pas leur enlever cette saison exceptionnelle qu'ils ont réalisée. Et l'indicateur sportif également, Reda Hamash, qui est Exactement. arrivé en 2022, qui a Oui, il y très a bien Reda, travaillé. il y a toute la cellule de recrutement avec Kevin Desport, avec Steve Marley. Et donc, tout ce travail a été fait en cohérence. Et c'est vrai que c'est la juste récompense de tout le travail qui a été mis en place depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. C'est ça, exactement. T'as dit, quand t'as pris l'équipe, j'aurais une vieille interview dans Le Parisien, je savais, j'étais convaincu que j'étais fait pour entraîner. Comment ça, on arrive à le percevoir chez soi? C'est au moment où tu prends une équipe que tu le sens, ou tu savais déjà avant que tu étais joueur? Alors, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'étape du capitanat en club qui vous amène à avoir d'autres responsabilités, d'être un petit peu plus dans la responsabilité d'identifier tout ce que vous vivez en tant que joueur avec votre équipe, d'être le relais aussi des entraîneurs. Et à ce moment-là, vous avez l'impression que vous avez envie de comprendre ce que l'entraîneur veut mettre en place, parce que vous allez être ce relais-là sur le terrain. Et quand je deviens capitaine à l'OM, cette responsabilité, elle devient très présente en moi, de comprendre en fait ce que veut mon entraîneur, là où moi, je n'étais juste qu'un acteur du jeu. Et quand je suis devenu capitaine, bizarrement, il y a eu ce premier clic où je me suis dit, là maintenant, il va falloir que tu prennes d'autres responsabilités. Et quand tu vis ça en club, mais je l'ai vécu aussi en sélection, et puis ensuite, je suis parti en Angleterre, j'ai découvert un football qui m'a renversé en fait psychologiquement, et qui aujourd'hui m'influence. Quand je suis arrivé en Angleterre, je me suis dit, pas que j'ai perdu en quelque sorte 9 ans de ma vie, mais pour moi, la psychologie des Anglais dans l'approche de la compétition, dans l'approche de l'entraînement est exceptionnelle. Et l'intensité que j'ai connue là-bas, c'est là où je me suis dit, waouh, je me serais régalé ici à l'âge de 20 ans. Après, vous avez le parcours que vous avez, mais vraiment, quand je suis arrivé en Angleterre, je me suis dit, c'est ce spectacle-là que je veux vivre, c'est cette intensité-là que je veux vivre, c'est ce professionnalisme que je veux vivre. Intensité à l'entraînement, en match, à l'entraînement, tous les jours. Cette ambition-là, en fait, et aujourd'hui, quand j'ai pris le Red Star, j'ai dit à mon préparateur physique et à mon responsable de la performance, il y a une chose que je vais te demander.
Ce qui m'intéresse, c'est intensité, 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 intensité. Je lui ai dit 4 fois parce qu'on a 4 jours d'entraînement. Et je lui ai dit parce que pour moi, c'est ce que j'ai vécu en Angleterre et c'est possible. Et aujourd'hui, de penser qu'il est impossible de s'entraîner à haute intensité tous les jours, pour moi, c'est une erreur. Et donc, j'ai vécu ça en Angleterre et je me suis dit, en tant qu'entraîneur, je veux mettre ça en place. Et Ce qui est fort chez les Anglais, je t'ai déjà entendu en parler, mais j'ai aussi entendu Samir Nasri notamment et pas mal de joueurs qui sont passés en Angleterre. C'est-à-dire que bon, moi j'ai joué aux Pays-Bas et c'est pas la même intensité du tout parce que c'est beaucoup plus technique que dans l'intensité et dans l'impact physique. Mais il y a une décontraction aussi, par exemple le jour du match, ouais, complètement. où tu as rendez-vous 1h30 avant le match. Ouais, exactement. Alors qu'en France, on est dans des carcans des fois. Et on en parlera un petit peu après, parce qu'on ne fait pas tout mal, on fait aussi plein de choses bien. Mais ce qui est très fort chez les Anglais, c'est qu'ils arrivent à avoir une intensité extrême aux entraînements et aux matchs, mais une décontraction notamment dans le vestiaire, que ce soit avec la musique, que ce soit avec les horaires ou la non-mise au vert. Et c'est le switch qu'ils arrivent à faire. Ok, je sors de ma voiture, je rentre dans le stade, je ne suis plus un civil, je suis un warrior. Tu vois, ouais. Ça, c'est très fort. Mais tu dis quelque chose de très important, c'est qu'il ne faut pas essayer de définir ce qui se fait de bien et ce qui se fait de mal. Exactement. C'est pas mieux en Angleterre qu'en France, c'est une culture en fait. Ils sont éduqués mais tu peux à ça. t'associer à ce que, parce que toi tu as dit quand tu es arrivé en Angleterre, j'ai dit moi et souvent moi je le dis dans l'after, on me dit ah, ça va, il exagère avec ses Pays-Bas. Mais en fait quand tu as vécu un truc qui t'a marqué profondément, Oui. comme joueur, mais surtout comme personne, comme être humain, tu te dis ah ouais. C'est ce football-là que j'aime. C'est une rencontre en fait. À moi. Ça te correspondait. En fait, c'est une rencontre avec ce qui te procure le plus de plaisir. Et pour moi, il y a deux choses qui sont très importantes. C'est que aujourd'hui, quand tu es un joueur et que tu entraînes un joueur ou quand tu entraînes une équipe, la première chose que tu dois regarder, c'est quelle est la qualité intrinsèque de ton joueur, quelle est la qualité de ton équipe. C'est-à-dire le talent combiné de chaque élément de ton effectif. Et après, toi, il faut que tu sois en capacité de générer au quotidien cette fibre-là qui est le plaisir. Il faut que tu travailles avec la qualité intrinsèque de ton groupe. Et là où les Anglais sont très bons, et je trouve très bons, et je ne dis pas qu'on n'est pas bon en France là-dessus, c'est qu'ils viennent chercher le côté pur en fait, du joueur et de plaisir que le joueur doit ressentir en fait, au quotidien pour qu'il s'exprime le week-end. Et c'est ça qui est c'est difficilement perceptible, mais c'est un ressenti que j'ai eu moi quand je suis arrivé en Angleterre. Je me suis dit en fait, la seule chose qu'ils veulent, c'est aller chercher le côté pur de ce que je suis en tant que joueur. J'étais pas un talentueux, j'étais un besogneux. Mais par contre, j'ai vécu une intensité là-bas et un plaisir de jouer dans cette intensité qui m'a un jour dit, si j'entraîne, c'est comme ça que je veux que mon groupe soit entraîné. Je veux comme ça que je veux que mon groupe vive au quotidien. Et on a mis ça en place dès qu'on est arrivé. Et je pense que les joueurs ont adhéré. J'ai un responsable de la performance qui m'a dit, il faudra qu'on y aille doucement, de façon en palier. Et en fait, je lui ai dit, et il le sait, je rigole maintenant, mais je lui ai dit, tu sais, Randy, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et je lui dis, il faudra qu'on passe par là et il faudra que tu sois en capacité de me dire le moment où on est à la ligne rouge. Mais moi, je vais les emmener là-dedans. Et en fait, on l'a fait de façon très intelligente. On ne l'a pas fait du jour au lendemain. Et on a amené les joueurs dans quelque chose où ils prennent énormément de plaisir. Et je pense que ce qui a aussi permis la progression de cette équipe dans le temps, parce que, encore une fois, je le dis, j'ai des très bons joueurs et on m'a donné le temps de travailler. Parce que ça fait quand même presque 3 ans que j'ai ce projet-là. Et je pense que c'est aussi la réussite du staff qu'on a aujourd'hui, de l'entraîneur que je suis, mais également des joueurs et du club. Après, Jennifer. Ouais, c'est là où je pense que le recrutement est super important parce que quand tu as cette idée de départ, tu vas faire ton recrutement en fonction. Et c'est pas quelque chose qui est faisable pour tous les joueurs. Tu as des joueurs qui vont pas du tout être dans ce projet et tu as des joueurs qui n'ont pas envie de se faire mal, qui jouent sur leur qualité propre. Et je pense que quand tu es dans des projets comme ça, il faut vraiment anticiper et travailler limite sur les profils limite plus psychologique que les qualités de joueurs, pour te dire est-ce qu'il va supporter ça, est-ce que c'est quelque chose auquel il va être sensible et accessible, parce que ça demande aussi des joueurs intelligents. Il faut qu'ils comprennent ça, il faut qu'ils comprennent que c'est un chemin de long terme, que les débuts peuvent être un peu compliqués, il faut qu'ils acceptent de perdre parfois au départ, et tout le monde ne le comprend pas en fait. Et c'est à ce moment-là que la relation coach et cellule de recrutement, elle est hyper importante. Moi, ce que je trouve surtout intéressant, c'est qu'on parle beaucoup d'intensité, mais après, moi, en tout cas, ce que j'ai perçu chez le Red Star sur les 2 dernières saisons, et encore plus cette saison, c'est qu'au-delà de l'intensité, il y a des idées de jeu.
C'est-à-dire que tu peux pas mettre que de Bien l'intensité sûr. bête et méchante sans apporter, encore une fois, une variation dans le jeu, dans les sorties de balles, dans cette volonté d'aller être impactant dans la partie adverse. Et moi, c'est ce que j'ai vu du côté du Red Star cette saison. Parce que souvent, la Ligue nationale, c'est un championnat de bourrin, en Oui, fait. oui. Sur des capacités sur certaines physiques, sur équipes, l'agressivité, on va c'est- monter en Ligue 2, c'est Bah, pas un c'est- problème. Moi, Sur certaines moi, équipes, c'est moi, le cas. moi, Habib le sait, notamment l'année dernière, je voyais des choses que je ne vois pas cette année. Et je l'ai beaucoup, je n'ai pas critiqué, mais en tout cas, on a eu beaucoup de discussions là-dessus où je trouvais. Si, t'as critiqué. Oui, non, enfin, c'est des critiques Pas constructives, mais en tout cas, on a eu des échanges par rapport à ça, que ce soit par ses choix ou. J'ai vu une différence entre l'année dernière C'est-à-dire et cette année. C'est-à-dire que cette année, il a mis en place un système de jeu en 3-3-4, en 3-2-4-1, pardon, où en fait les pistons étaient des ailiers qui allaient chercher très très haut. Et c'est quelque chose de très audacieux en national. Parce que beaucoup disent oui, mais tu peux pas jouer comme ça en national, tu peux pas laisser des espaces dans ton dos, et c'est quelque chose qu'il a fait. Alors c'était un peu plus prévisible en deuxième partie de saison où c'était compliqué, mais sur la première partie de saison, c'est ce qui te permet de gagner 7 fois d'affilée. Et ça, quand même, pour persuader ton groupe, il n'y a pas que de l'intensité. Il y a une faculté à pouvoir ressortir bas, d'essayer de faire passer un latéral au poste de milieu de terrain, de donner du plaisir aux joueurs. Si tu donnes uniquement de l'intensité, là je rejoins Jen, c'est Bien que sûr, psychologiquement, tu vas en les Mais mecs. attention, l'intensité, c'est pas forcément dans la logique de course en fait. Mais oui. L'intensité, C'est elle dans est le avec le travail. ballon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail qu'on fait au quotidien, c'est 99,9% de ballon. Mes joueurs aujourd'hui, sur ce qu'ils ont vécu cette saison, je pense qu'ils ont dû faire 2, 3 dissociés. C'est-à-dire qu'ils ont dû faire deux courses, 2, 3 courses sans ballon. Tout se fait avec ballon. Et c'est parce que c'est ce que j'ai connu aussi. Mais en France, c'est exactement la même chose. C'est ce que j'ai connu à l'étranger. Mais ce qui est important, c'est qu'on a mis beaucoup d'intensité avec ballon et que l'intensité, elle n'est pas juste sur une logique Oui, de c'est ça ça. court partout. C'est qu'on a, C'est du on a rythme, eu en un fait. projet de jeu qui a été audacieux cette saison, c'est une réalité, qui nous a permis de mettre en difficulté beaucoup d'équipes. Après, en deuxième partie de saison, on a été analysé, il a fallu qu'on bouge. Ah. Mais je pense que la saison de l'année dernière nous a permis aussi de nous adapter par rapport à la proposition. Et il y a une chose que tu as dit, c'est que quand je suis arrivé en national, c'est-à-dire il y a plus de 2 ans et demi, on m'a dit, lui et son football romantique, on va lui montrer. Et il y avait une proportion d'équipes qui jouaient au foot qui n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui. Je me rappelle, quand j'ai pris l'équipe, il y avait peut-être 5-6 équipes qui avaient des projets de jeu bien identifiés, qui jouaient au sol, et il y avait beaucoup d'équipes qui jouaient de longs ballons. Là, on regarde aujourd'hui, avec les équipes qui ont fait Ligue 1, Ligue 2 nationale, je prends l'exemple de Nîmes, de Dijon, de Sochaux, il y a de plus en plus d'équipes qui jouent au football. Et En c'est pour ça national, que là, aujourd'hui, quand vous regardez des matchs de très haut niveau en national, et on l'a vécu, et je pense que Walid l'a vécu, Martigues, Niort. vous regardez le Red Star Martigues, le Red Star Rouen, le Red Star Niort, c'est des matchs qui, pour moi, sont de la qualité d'un match de Ligue 2. Concarneau l'année dernière. Techniquement, ça devient très intéressant de regarder le national à travers les joueurs, mais à travers ce que proposent les entraîneurs. Et c'est un puis championnat en qui est plus- très très relevé. Et puis en plus, il n'y a pas l'arbitrage vidéo, Allez. c'est bien. C'est vrai, tu as raison. Anti-VAR, absolument. On va pas te poser la question ce soir, Habib. On a plein de questions d'autres à te poser, notamment sur ta vie de coach également. C'est intéressant d'avoir un coach ici. Julien Stéphane nous en avait parlé il y a quelques mois, justement. On dit que c'est un métier de fou. Tu vas nous dire pourquoi c'est un métier de fou, c'est d'accord avec ça aussi. Et puis ton avenir aussi qu'on va évoquer. Reste avec nous, c'est Génération After sur RMC avec Walid, Jennifer, Kevin et Habib Bey, notre invité sur RMC. Il est 20h20, à tout de suite. RMC jusqu'à 22h. Génération After. Nicolas Jamin. Avec Walid Cherchour, avec Kevin Diaz, avec Jennifer Mendelevic et notre invité Habib Bey, entraîneur du Red Star, promu en Ligue 2. Beaucoup de réactions sur la chaîne YouTube de l'After. T'as Ismaïla Kamara qui nous dit le Sénégal est fier de toi, Habib. Merci beaucoup. c'est notamment. très gentil. Ouais, t'as 45 sélections avec le Sénégal. quand Ouais, même. je suis 4 très, cannes. très hein. fier. Ouais, 4 cannes. Je suis très fier de mon pays également et de tous les gens qui m'envoient des petits messages très sympas. Mais je suis fier aussi de toute l'Afrique parce que l'Afrique adore le football et vous écoute beaucoup Ah ouais. aussi. Vraiment. Ah oui, on était sur place pour la Coupe d'Afrique des Nations, on a adoré l'expérience et puis on nous a dit venez plus souvent. Et puis la CAN, bon, on n'a pas le temps d'en parler ce soir, évolue aussi Ouais, de plus en exactement. plus quoi, en structure, en termes de niveau. Alors, une question sur ton métier d'entraîneur, ça nous intéresse aussi de savoir comment tu construis une journée toi, hors jour de match. Très très simple. J'arrive à 7h45 au bureau. En général, je ne suis pas le premier. Il y a toujours Fawzi Hamza, l'entraîneur des gardiens, qui est déjà là. Il y avait déjà Pierre Sage qui était déjà là avant qu'il ne parte. Mais en général, j'arrive 7h45. On a déjà préparé la séance la veille. Donc toutes les séances du jour sont préparées la veille. Le jour J, ça n'est qu'une revue d'effectifs en fonction des joueurs qui sont disponibles ou pas.
Mais sinon, après, tout est fait et tout est calé avant. On sait exactement ce qu'on veut sur la trame de semaine en termes de travail. Ensuite, on a l'entraînement à 11h. Les joueurs arrivent à 9h30. Ils ont le petit déjeuner. Nous, ça nous permet d'aller installer, de un petit peu regarder les C'est le derniers petit déjeuner, détails de tu la l'as séance. instauré ça. Ouais. Mon petit déjeuner Et ensemble. en fait, ils doivent être là avant 9h45. Ce qui est bien, c'est qu'on ne l'a pas rendu obligatoire, mais tous les joueurs sont là parce que c'est un moment qu'ils passent ensemble et je trouve que c'est aussi une préparation à l'entraînement qui est très importante. Et pour un club de national, donner cette opportunité-là aux joueurs, c'est un vrai luxe parce que financièrement, ça Oui. coûte et les budgets ne sont pas illimités sur ces aspects-là. Et ça, c'est une vraie chose qu'on a mis en place pour que les joueurs soient préparés au mieux pour l'entraînement. Et puis après, on s'entraîne à 11h et on reste à l'entraînement jusqu'à 18-19h. L'important, c'est que nous, on revoit toutes les séances avec la vidéo. Donc, on vit les séances font filmer drone et avec la vidéo. Et derrière, on revoit toutes les séances, tout ce qu'on a travaillé sur les aspects tactiques et tout ce qu'on doit réguler sur le lendemain ou toutes les choses qui n'ont pas été acquises à travers ce qu'on travaille. Donc, on essaye d'être le plus précis possible. En fait, quand on est arrivé, ce qu'on a demandé, c'est de ne pas être limité en termes de travail. C'est-à-dire que vous êtes limité parfois par les ressources parce que vous restez un club de national. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas s'interdire, c'est de travailler comme le très très haut niveau. Et moi, j'ai 8 personnes avec moi qui travaillent au quotidien. Et ça me permet de traiter beaucoup de choses dans ma journée, de me décharger aussi de certaines choses et de déléguer, et d'être le plus précis possible dans l'accompagnement des joueurs dans la semaine d'entraînement. Tu as choisi le métier d'entraîneur. Moi, quand je passais mes diplômes, j'étais avec pas mal d'anciens grands joueurs, notamment qui ont joué en équipe de France et tout. Et il y a un joueur qui m'a dit moi, je vais pas faire entraîneur. Franchement, consultant, c'est le bon métier. La planque. Non, pas la planque, mais c'est le bon métier. Voilà, je me voyais pas entraîneur. Et quand, on va pas se le cacher, quand tu as choisi le métier d'entraîneur, on s'est tous dit, et tu te l'as dit le premier, je pense, waouh. Attention, parce que là, non, je me suis vraiment pas dit. Tu te l'es pas dit. On va m'attendre au tournant. Non, ça oui, mais ça, de toute façon. Mais ça, on le savait. Et ça, c'était ma question. Donc, tu viens de me répondre. Je me suis demandé, est-ce que tu t'es dit à un moment, est-ce que je vais rester bien au chaud? Parce que, comme je dis souvent à Walid, nous, on fait le Yaka Faucon ici, c'est très facile. Mais quand tu es dans Pas un si club, facile que ça, Kevin, quand même. si, le Yaka Faucon, c'est très facile par rapport au métier d'entraîneur, qui est sûrement le métier de névrosé le plus compliqué dans le football, parce que c'est un métier, comme tu as dit, 24h sur 24, parce que là, tu fais du 7h, 17h, mais tu rentres chez toi, ça dure jusqu'à ce que tu t'endormes. Peut-être des fois. Même au réveil le matin, je pense, une première partie, c'est ça. Voilà. Donc voilà, est-ce que tu t'es dit, donc, à un moment, bon, je vais peut-être rester consultant tranquillement au chaud plutôt que aller. Non, pas du tout vraiment. Et en plus, en passant les diplômes en France, parce que j'avais l'opportunité de les passer à Cardiff et d'aller beaucoup plus vite dans le process de diplôme, je me suis dit c'est aussi une façon de montrer à tout le monde ma détermination et cette logique d'être presque de dire il s'est donné les moyens en France de passer tous les diplômes BEF, DES, pas facile BEPF. de passer les diplômes en France. J'ai mis 4 ans à les avoir puisqu'en fait entre le DES et le BEPF ils m'ont empêché d'enchaîner. On nous a dit non, on pouvait pas y aller cette année. Il y avait eu le Covid et donc ils avaient bloqué l'année d'après. Donc j'ai dû attendre 1 an pour pouvoir passer mon BEPF. Mais je me suis jamais dit non, c'est un métier de fou parce que pour l'instant, et j'ai entendu ce que vous disiez de Julien Stéphan, pour moi c'est ni un métier de névrosé ni un métier de fou. Un petit peu quand même. Non, parce qu'en dans le fait, bon sens. La réalité, c'est qu'en fait, tous les entraîneurs font ce métier par passion. Ça, c'est sûr. Et si tu fais ce métier par choix, je pense que c'est difficile de vivre toutes les émotions que représente ce métier. Oui, tu vis des choses qui sont une machine à laver parce qu'en fait, tu es dedans tout le temps, tu te lèves, tu penses à ça. Tu te couches, tu penses à ça. Par moment, en pleine nuit, tu te réveilles, tu penses à ça. Et puis l'après-défaite aussi. Comment on vit ça? Les heures, les jours qui suivent. Parce Après, que Habib, c'est long, c'est une semaine d'attente avant de pouvoir retravailler sur un match. Après, Habib, tu n'as pas eu encore la machine médiatique. Non. C'est-à-dire que c'est une réalité. Moi, je suis protégé dans cette vision. Sur le métier de névrosé notamment, je pense que ça en fait partie. Mais il était quand même attendu au tournant. Non, mais tu es attendu au tournant et par beaucoup. Mais par rapport à ce qui pourrait se passer plus tard ou ce qui se passe pour un Julien Stéphan ou l'environnement médiatique, tout ça, ou bien un sûr. Luis Enrique, quand il sera à Marseille, c'est sûr que ce sera autre chose. Ou un Galtier l'année dernière, etc. Je pense que le côté névrosé et le côté pression fait aussi ça, que. Je peux même pas en parler parce que je l'ai pas vécu. Attends, avec le micro de Jennifer, tiens, tu peux appuyer ton bouton de Jennifer, vas-y. Non, faut que ce soit rouge. Voilà. Ah, c'est rouge. Ouais, non, je disais, ça fait partie complètement de la fonction d'entraîneur maintenant. Si tu n'es pas capable de gérer la pression médiatique quand tu es dans un grand club, tu n'as rien à faire là, en fait. Et c'est dommage, un petit peu, parce que la fonction communicant, elle prend de plus en plus de place, mais tu es obligé de l'intégrer dans ta préparation, dans ton plan de carrière aussi. Dans l'idée, on aime tous ça. En fait, c'est-à-dire que
l'aspect névrosé et l'aspect métier de fou. Très prenant. Au fond, je pense que c'est une logique de quand tu vas te faire tatouer. Au début, ça fait mal, et puis en fait, après, tu t'habitues à la douleur de l'aiguille, et après, tu as envie d'y retourner. Et en fait, la réalité de ce métier-là, c'est que plus tu le vis, et plus tu as envie de te mettre dedans, et plus tu as envie de vivre ce côté un petit peu machine émotionnelle. Et comme tu le dis, aujourd'hui, je suis qu'en national, et donc avec tout le respect qu'on a pour la... Non, mais attention, l'exposition médiatique n'est pas la même qu'un Julien Stéphane ou qu'un entraîneur de Ligue 1, et donc j'ai pas connu encore ce moment-là, mais pour l'instant, j'essaye de vivre ce métier-là avec une immense passion, une immense détermination, et j'ai pas l'impression de ressentir cette logique de névrosé. Par contre, l'année dernière, j'ai eu un moment au mois de mars où tu sens que la charge de la pression d'une montée et la charge qui repose sur tes épaules, elle est importante, et tu as besoin de prendre soin de toi. On le dit pas assez, mais un entraîneur, s'il prend pas soin de lui au bout d'un moment, ça devient compliqué. Tu as besoin de t'évader, tu as besoin de trouver des moments où tu sors de ce contexte pression, enjeu, objectif, équipe, pour que tu penses à autre chose, pour avoir la lucidité d'esprit et surtout la clarté un petit peu dans ton cerveau pour justement faire les bons choix. Faire les bons choix, bien sûr. Alors avant qu'on parle de ton avenir, Habib, c'est une des questions qu'on va te poser ce soir et que beaucoup se posent aussi. Il y a beaucoup de messages. Habib, viens à Marseille, on te veut à Marseille absolument. La pression ne sera pas la même, certes, mais ton cœur est marseillais. Justement, Kevin parlait tout à l'heure de ton travail de consultant également. Depuis 2013, tu es chez Canal+. Les émissions, les gros matchs de Ligue des Champions. Tiens, d'ailleurs, pas mal de supporters parisiens qui nous ont dit à RMC, dis-lui comment il commente les matchs du PSG. Parce que t'as ceux qui adorent Habib Beye en consultant, et puis t'as les Parisiens qui disent mais attends, c'est un Marseillais, c'est pas possible. Mais les Marseillais, ils disent que c'est un Parisien là, maintenant. Ouais, maintenant les Marseillais me disent que je suis Parisien, et en fait, je pense que j'essaye toujours d'être le plus juste possible, et vraiment, en fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand je commente le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de logique d'être supporter de l'OM ou l'attachement à l'OM. En fait, j'ai pas cette. Par exemple, on a Eric Dimeco qui a décidé de ne pas commenter le Paris Saint-Germain parce qu'il dit que lui, par rapport à ce qu'il ressent, il aurait l'impression de ne pas être vrai. Moi, je ne ressens pas ça. Parce qu'en fait, au fond, quand je suis consultant, je ne suis pas supporter, je ne suis pas ennemi de qui que ce soit. Et en fait, c'est mon boulot. Et c'est surtout qu'en fait, mon objectif, c'est de faire partager une passion. On m'a reproché, par exemple, sur le match du Real, de dire c'est pour ça qu'on aime le football. Mais je suis désolé. Quand vous êtes dans le stade, être hermétique à ce qui se passe et à ce qu'on est en train de vivre, qu'on soit supporter du PSG, ennemi du PSG, si vous commentez le but de Benzema avec oh là là, malheureusement, mais excusez-moi, vous ne faites pas correctement votre métier. Et ce jour-là, ce que je ressens, c'est que je ne me soucie pas de savoir qui marque. Je suis en train de vivre un moment hors norme de football, et comme vous le vivez devant votre télé, sauf que moi, je suis dans un stade où il y a 70 000 personnes, que j'ai tous les socios du Real qui sont là face à nous, et en fait, on vit un moment d'exception footballistique. Et moi, à ce moment-là, je me positionne ni comme celui qui doit commenter l'équipe française de Paris Saint-Germain, et c'est pas mon rôle. C'est peut-être le rôle du journaliste, mais c'est pas du tout le rôle d'un consultant. Donc, on peut nous reprocher plein de choses, mais moi, personnellement, je vais vous le dire, je serais très content, et j'ai pas peur de le dire, que le PSG gagne la Ligue des Champions pour deux raisons. La première, c'est que c'est une équipe française. Je suis ni pour le Barça, je suis ni pour le Real. La seule chose c'est que quand le PSG joue l'OM, tout le monde sait où est mon cœur, et tout le monde sait où est ma préférence. Mais par contre, d'aujourd'hui me dire que je suis un consultant qui n'aime pas le PSG, franchement, vraiment, écoutez les. C'est un truc que tu entends, ça. C'est un truc que oui, je l'entends, mais après, ça me pose pas de problème. Je ne suis pas là pour satisfaire un supporter ou un autre supporter. Si tu rentres là-dedans, tu n'as pas fini. Franchement, le clubisme, on le connaît. Ça veut dire que quand tu dis un truc contre l'OM, tu es contre l'OM. Quand tu dis un truc contre Lyon, tu es contre Lyon. Ah, ça va, franchement. En fait, si tu commentes les matchs comme ça, tu n'as pas fini. Aujourd'hui à l'OM, ou mon détachement par rapport au Paris Saint-Germain, en fait, mon métier de consultant, il est fait pour transmettre la passion que moi je ressens au stade, avec le côté le plus pur possible. Et d'ailleurs, je vois que Julien Cazard s'en amuse. Mais la dernière fois, il le disait, il dit oui, tu as mis un blanc après le but de Kylian Mbappé. Oui, mais le rôle d'un consultant, c'est surtout de ne pas parler sur l'émotion du stade. C'est de parler après. Donc, c'est des petites choses qui font que, en tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à commenter les grands matchs parce que c'est aussi ma matière en tant qu'entraîneur. Alors, c'est intéressant, ça, justement. La question, c'est qu'est-ce que ça t'apporte? Vas-y, mais Habib, par rapport à ton rôle de consultant, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu n'as pas une pression démesurée médiatiquement avec le Red Star au national. Par contre, ton rôle de consultant clive énormément. Je pense que tu as entendu ou tu as lu. Est-ce que
Il y en a beaucoup qui t'attendent au tournant par rapport à ça. Alors c'est ça, Habib Beye, il y a le consultant, le ton professoral, etc. Est-ce que ça t'a servi? Est-ce que ce rôle de consultant t'a servi dans ton rôle d'entraîneur? Est-ce qu'il t'a desservi? Est-ce qu'en termes d'image, tu ressens cette image-là? Est-ce que ça te met une pression? Est-ce que tu t'en fous royalement? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu regardes? Voilà. Et moi, ça m'intéresse ce côté-là parce que aujourd'hui, quand tu parles en bien d'Habib Beye, c'est ouais, on verra bien, c'est de la nationale ou d'accord, n'en faites pas trop. Il y a ce côté-là. Et puis il y en a qui kiffent aussi, hein, mais globalement, on sent qu'il y a une petite attente par rapport à ça, par rapport à ce que tu fais à Canal depuis longtemps. En fait, pour moi, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que quand je suis consultant, je ne suis pas entraîneur. Et quand je suis entraîneur, je ne suis pas du tout consultant. Et les deux images ne peuvent pas aller ensemble. Après, que les gens fassent un rapport par rapport à ses prises de position, ses certitudes, ce côté un peu, on verra quand il prend une équipe, en fait, ça ne m'anime pas. Et j'y pense même pas. Je ne vais pas dire que je m'en fous royalement parce que j'ai du respect pour les gens qui ont un avis. Et les gens ont le droit d'avoir l'avis qu'ils veulent sur moi, sur ce qu'ils pensent de moi en tant que consultant, ce qu'ils pensent de moi en tant qu'entraîneur. Mais la réalité, c'est que tu as beaucoup de gens, et tu le vis aussi, Walid, tu as beaucoup de gens qui veulent déterminer ton avenir, ta trajectoire, ce que tu dois faire. J'ai des gens qui me disent pourquoi la double casquette, mais au fond, je ne vois pas ce que ça leur coûte dans leur vie. En fait, c'est des choix qu'on a personnels. Et au fond, ces choix-là, on les assume. Si demain, ce métier de consultant m'amène à vivre un moment dans mon métier d'entraîneur qui sera difficile et que, comme tout entraîneur, je suis amené un jour à être mis de côté par un club, en fait, la réalité, c'est que ça va m'impacter moi. Ça n'impactera pas celui qui a un avis de... Ouais, mais est-ce que tu ne penses pas que ça peut, à un moment donné, par rapport au club et aux décideurs et aux gens qui sont susceptibles de te nommer et de te proposer un job, se dire, il n'est pas 100% dedans, il a cette double casquette. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir continuer à le faire longtemps? Ah non, pas du tout. Mais ça, c'est quelque chose qui a été défini avec mon club, le Red Star, et qui n'existerait pas si demain, Ligue 2, Ligue 1, c'est impossible. Ça veut dire que oui, de toute façon, tu arrêteras cette casquette-là de consultant exactement. Quand il arrive en Ligue 2. En fait, ou mon en Ligue contrat, 1. il était en cours à Canal, et ce que j'avais défini avec le Red Star, c'était de dire je ne peux pas rompre un contrat que j'ai en cours, et surtout dans une chaîne et une maison avec qui j'ai beaucoup d'amitié, et surtout qui m'a fait confiance. Donc je continue. J'ai beaucoup réduit, je fais que 15 prestations à l'année, et je fais que les matchs de Ligue des Champions, je fais plus d'émissions, je fais plus le CFC. Et en fait, ce que je dis aussi, c'est que les gens doivent comprendre une chose, c'est que la matière qu'un entraîneur a, jeune entraîneur comme moi, à aller commenter un Barcelone PSG, un Real City, un City Chelsea, ou ce que vous voulez, c'est énorme. Et les gens doivent comprendre que moi, quand je vais commenter des matchs comme ça, je travaille. Et je prends des notes. Alors attention, tu discutes avec les coachs Bien sûr, tu as des accès privilégiés de discuter avec des joueurs, d'échanger avec des coachs. Ça peut durer 5 minutes. Je vais te donner un exemple. J'ai discuté il y a 6 ans de ça avec Jürgen Klopp. Ça a duré 7 minutes. C'était un Leicester-Liverpool et Sadio Mané était à Liverpool. Et je vois Sadio à la fin du match. Et je dis à Sadio, alors comment ça se passe avec Jürgen Klopp? Et il le voit, il dit, boss, come. Et j'ai discuté 7 minutes avec lui. Tu te rends compte le privilège pour un jeune entraîneur en formation de pouvoir discuter 7 minutes avec Jürgen Klopp, qui est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Ça, les gens ne le voient pas. Mais moi, c'est des choses que je quantifie aujourd'hui et qui sont pour moi un accès privilégié grâce à ce métier de consultant. Après, comme le dit Jennifer, on fera toujours ce rapport-là. Et bien sûr que plus tu vas monter de niveau, et bien sûr que tes commentaires seront scrutés, non, mais c'est surtout ça sera incompatible. Et en plus, c'est incompatible. Ça sera En termes de rythme, et bien ça, sûr. tout le monde le sait, Canal le sait et moi je le sais. J'ai une dernière question là-dessus. Et on fait une pause. Est-ce que justement, par contre, dans l'autre sens, le fait de devenir entraîneur, ça a changé la façon dont tu étais consultant? Oui, forcément, ça te fait évoluer. Ça te fait évoluer dans la difficulté. J'avais dit une phrase un jour, elle avait été un peu prise de... il a trop d'ego. J'avais dit, l'avantage que tu as en tant que consultant, c'est que tu es le 3e entraîneur des 2 entraîneurs qui sont sur le terrain. C'est-à-dire que tu te positionnes, tu identifies les rapports de force, tu essaies de voir les solutions que peuvent apporter les entraîneurs. Et forcément, on a des avis tranchés. Si aujourd'hui, tu commandes que ce que tu vois, on est d'accord. C'est pas intéressant. Nous, on doit avoir à un moment donné de l'anticipation. Il va se passer ça. On doit se mouiller un petit peu. Par moment, on se trompe. Tous. Mais les entraîneurs se trompent des fois. Voilà. Et c'est ce que moi... je vis et forcément ça m'a fait évoluer dans mon métier d'entraîneur mais ça m'a fait évoluer aussi dans mon métier de consultant sur des scénarios, sur des choix d'entraîneur. Des fois ici Nico Jamin me disait depuis que tu as passé ton diplôme d'entraîneur, t'es moins dur avec les entraîneurs. Ah oui, c'est dommage. Mais on va se poser la question de ta double casquette aussi parce que ça t'amène aussi. Maintenant t'es DS maintenant, donc c'est encore pire. Ça t'amène à une forme de réalité et quand tu as vécu une situation, même si c'est pas le très haut niveau ou c'est pas la Ligue des Champions, quand tu as vécu une situation comme entraîneur, comme dirigeant ou quoi,
ça te ramène aussi à une forme Bien sûr, d'humilité, oui, t'es obligé. t'as un Ou alors vécu. sinon, t'es pas honnête. Tu connais la réalité. Pause, on revient dans un instant. La question de l'avenir, Habib Bey, on va te la poser, Habib, tu le savais en venant ici, forcément, Red Star ou ailleurs, en Ligue 2, en Ligue 1. Il y a une hype Habib Bey, forcément, dans les médias et également dans certains clubs français. On va poser la question dans un instant. Habib avec Walid Acharchour, Kevin Diaz et Jennifer Mandelevic. Vous écoutez RMC, c'est Génération After. À tout de suite. Avec Kevin Diaz, avec Walid Acharchour et Jennifer Mandelevic. Merci d'être avec nous sur RMC, il est 20h40, avec notre invité Habib Bey qui est avec nous ce soir. On a parlé de ton métier d'entraîneur, ton quotidien également, ta casquette de consultant aussi. Parlons de ton avenir aussi, Habib, c'est important. Il y a beaucoup de supporters du Red Star et d'autres clubs. Bon, je vais le dire. Hein. Ce nombre de supporters marseillais sur le chat qui disent viens l'OM, viens l'OM, viens l'OM. Si Fonseca vient pas, viens l'OM. Beaucoup de spéculation. Je le disais parce que c'est vrai qu'il y a t'as le vent en poupe, clairement, depuis la montée et même avant. Nous, on sait ici que tu as été approché aussi par Brest, il n'y a pas si longtemps que ça. Notamment, tu as été aussi approché par Lyon. Oui. Quand Laurent Blanc est parti, tu confirmes tout ça? Oui, c'est Brest, c'était avant Lyon. Oui. Et Brest, après, avant Eric Roy. c'était avant Eric Roy en fait. C'était Ouais. c'était pendant le moment où ils ont pris Eric Roy. Et Lyon, c'était avant Grosso. Lyon, c'était avant Grosso. Ouais. Avant Grosso. Et puis, un peu partout, on lit que Reims aussi s'intéressera à toi en cas de départ de Will Steele, que Lens s'intéresse à toi en cas de départ de Franck Hez. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Déjà, la question de base, c'est simplement de se dire, est-ce que tu veux continuer avec le Red Star pour découvrir la Ligue 2? Est-ce que ta décision est prise? Non, pour l'instant, non. Pour plusieurs raisons. Mais la première raison, c'est que quand on s'est vu avec le président l'année dernière, on s'est dit on va au bout du contrat. Pour deux raisons. C'est que si le club ne montait pas, il n'y avait pas de situation à continuer avec moi parce que l'objectif n'aurait pas été rempli 2 saisons de suite. Même si je pense que l'année dernière, ce n'était pas l'objectif prioritaire, c'était d'amener le club à essayer de monter. Mais malgré tout, il fallait monter cette année. Et on s'était dit, on se verra en fin de saison. Donc je vais voir mon président là, dans quelques heures pour discuter déjà un petit peu du projet futur. Mais ce qui est sûr, c'est que, je l'ai toujours dit, j'ai des ambitions pour entraîner au plus haut niveau. Et forcément, quand on voit les clubs qui m'ont sollicité, c'est aussi un moment où moi, je me pose la question de savoir si ce n'est pas le moment d'aller au plus haut niveau. Ce qui est sûr, c'est que je n'irai pas entraîner un club de Ligue 2 autre que le Red Star. Je n'ai pas d'intérêt à changer de club sur la division de la Ligue 2, puisque je connais mon club, je sais comment il fonctionne. On va discuter surtout du futur projet, quelles sont les ambitions du club, parce que je ne m'en cache pas. J'ai des ambitions et donc je l'ai dit à mon président, donc on va échanger. Et j'ai la liberté aujourd'hui de choisir mon avenir. Donc forcément, je vais écouter le projet du Red Star, mais quand vous êtes ambitieux, vous avez envie d'aller au plus haut niveau. Et donc, je me pose la question aujourd'hui sur mon avenir, mais je n'ai pas la réponse encore. Si je l'avais, je vous l'aurais donné. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Il faut que je discute avec mon président, il faut que je discute avec les investisseurs, avec le club, de façon à avoir une vision bien claire de ce que veut faire le Red Star en Ligue 2 et dans les prochaines années pour prendre la meilleure décision pour moi et mon avenir. Walid, et après Jen. Moi, je suis subjectif. Hein. J'aimerais qu'il reste au Red Star, hein, bien évidemment. Évidemment. Mais parce que je pense qu'il est, je ne vais pas dire dans un cocon, mais il est bien au Red Star. Tout à l'heure, il l'a dit. Ils lui ont laissé du temps et je trouve qu'il travaille avec des très très bonnes personnes et que la Ligue 2 pour son ascension ça pourrait être une très très bonne chose parce que je trouve qu'Habib progresse d'année en année et je l'ai répété, cette année c'est un meilleur coach, un bien meilleur coach que l'année d'avant et je pense que l'année prochaine aussi. Mais moi la question que j'ai envie de te poser Habib, c'est en fait qu'est-ce qui va déterminer ton choix? Parce que on l'a dit, il y a quelques sollicitations. S'il y a... Il vient de te le dire. Hein Il vient de te le dire. Laissez reposer, vas-y, Walid. Laissez-moi, excusez-moi. Vas-y, Walid. Parce que on vient d'expliquer qu'il y avait des sollicitations, s'il y avait des départs de coach notamment, mais on connaît le football, on sait comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une deadline? Est-ce que c'est finalement les opportunités que tu vas avoir, notamment en Ligue 1 ou ailleurs, qui vont faire que tu vas abandonner le Red Star ou non? Ou c'est véritablement les garanties que le Red Star va te donner? Alors déjà, ce ne sera pas un abandon parce que je suis en fin de contrat et ce contrat-là, on l'a respecté jusqu'au bout entre le club et pour moi. La deuxième chose, c'est, encore une fois, je l'ai dit, c'est que quand tu es ambitieux et quand tu as cette ambition-là en tant que coach, tu veux entraîner au plus haut niveau. Et aujourd'hui, la réalité du plus haut niveau, j'estime que le plus haut niveau est la Ligue 1. Ça ne sera pas en fonction des opportunités parce que je l'ai dit, ma communication sur la deadline, et on l'a vu avec le président, ça sera juste après Versailles. Donc le Versailles, c'est le 3, donc on va communiquer aux alentours du 6-7 mai pour que le club, si au cas où je ne continue pas, puisse s'organiser pour à un moment donné préparer l'avenir et surtout pour qu'on se donne les moyens à un moment donné de discuter
pour savoir quel est le projet futur. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'ai toujours dit au Red Star, j'écouterai le projet et ensuite je prendrai ma décision. Le projet aujourd'hui, je vais être très clair avec toi, Walid, je ne le connais pas. Je ne sais pas ce que vont faire les investisseurs dans le futur. Je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une politique qui s'inverse et on décide de rajeunir l'effectif, de développer des jeunes joueurs? Tout ça va aussi influencer ma décision. Donc forcément, j'ai besoin d'avoir tous ces éléments-là pour prendre la bonne décision. Et ça marche pour une proposition d'un club de Ligue 1 qui viendrait dans une semaine. Tu as besoin de connaître le projet. Ou toi, mais ça sera la même chose. Une Ligue 1 arrive, tu y vas. Mais je vais vous donner un exemple, et je ne vais pas trahir de secret. Quand on a discuté avec Brest, j'ai à un moment donné identifié le fait qu'aller tout seul à ce moment-là à Brest sans y aller avec mes adjoints, c'était quelque chose que je ne voulais pas en tant que jeune entraîneur. Voilà. C'est pas que je ne voulais pas du projet de Brest, c'est que quand on a discuté avec Grégory Lanesi, on s'est dit, il m'a dit, pour l'instant, je préfère que tu viennes tout seul. Et moi, je ne me voyais pas laisser mes adjoints avec lesquels j'avais commencé une aventure, et donc j'ai décidé de rester au Red Star, et j'ai continué mon aventure. Donc, c'est écouter, bien sûr, les projets qui amèneront une attention sur mon profil, mais une fois que j'ai écouté le projet du Red Star. C'est ça qui est en fait, ce que je veux dire, c'est que jusqu'au 3 mai, tu n'auras pas de sollicitation d'en haut. Mais je peux très bien aujourd'hui ne pas continuer au Red Star sans avoir de nouveaux projets. Voilà. Oui, mais moi, j'ai une question un peu polémique pour toi. Après, j'imagine qu'elle ne sera pas facile à me répondre, mais tu fais partie d'une structure multiclub. Ton actionnaire connaît des difficultés judiciaires énormes. Il y a des procès partout aux États-Unis pour corruption, pour racket, ils ont des dettes partout, ils cherchent de l'argent partout. Est-ce que pour toi, c'est aussi un climat qui peut poser question pour justement le projet de la saison prochaine? On sait qu'ils essayent de trouver le financement pour finaliser Everton, que du coup, c'est tous les autres clubs de la Galaxie qui en pâtissent. J'imagine que le Red Star, aujourd'hui, c'est quand même des questions qui vont se poser et je ne sais pas si tu as les réponses aujourd'hui. Alors, j'ai un avantage, c'est la première chose, c'est de ne pas connaître tout ce que tu viens de dire de la part de mon actionnaire, c'est-à-dire toutes ces rumeurs ou toutes les choses qui sont établies. Pas des rumeurs. Voilà, il faut lire les enquêtes dans Josimar qui sont... Tu as bien vu, j'ai dit ou tout ce qui est établi. J'ai dit rumeurs ou tout ce qui est établi. Et la deuxième chose, c'est que j'ai le privilège de pouvoir discuter directement avec Josh Wander, qui est donc le propriétaire de 777 et donc propriétaire du Red Star. Et donc, je vais également écouter ce qu'a à me dire l'investisseur prioritaire aujourd'hui au Red Star. Et donc, tous ces éléments-là, de toute façon, vont être abordés donc, dans un premier temps avec le président Patrice Haddad, ensuite avec les investisseurs, mais également avec mon directeur sportif, parce qu'il y a tout un club qui doit travailler sur le projet futur. Mais ce que tu dis, si c'est vrai, je poserai les questions qu'il faut, j'essaierai d'obtenir les réponses qu'il me faut pour savoir si je repars dans un projet qui est équilibré et ambitieux, parce que je l'ai dit dans ma conférence de presse, donc je n'ai pas de problème à le dire. Si demain je dois repartir au Red Star en Ligue 2, je ne te dis pas que je veux une équipe pour monter tout de suite en Ligue 1, mais je veux qu'on soit en capacité de construire une équipe qui très rapidement sera en capacité d'aller jouer les premiers rôles en Ligue 2. Maintenant, ça ne se définit pas à coup d'argent, ça ne se définit pas à coup de parole, mais pour l'instant, on a une structuration et mais est-ce que comme dans certains groupes, tous les groupes fonctionnent différemment? Il y en a qui sont totalement indépendants club par club sur le recrutement. Il y en a qui, par contre, ont une ligne directrice et doivent tout faire valider par, on va dire, une maison mère, entre guillemets. Comment ça se passe moi, chez vous? Rien ne m'a été imposé. Les 5 joueurs qu'on a cette année, je les ai tous choisis, je les ai tous identifiés. Ils m'ont été soit apportés par mon directeur sportif, soit par la cellule de recrutement, soit des joueurs que moi, j'avais identifiés dans la division. Je prends un exemple de Joachim Ackmayer. Je viens, je dis, je veux Joachim Ackmayer. Joachim Ackmayer, il est observé, il est regardé par Reda Hamash, il regarde la faisabilité du dossier et Joachim Ackmayer arrive au Red Star. On a la chance, et j'ai la chance, et c'est ce que je dis très souvent, et j'en ai déjà parlé avec Walid, tous les joueurs qui arrivent au Red Star ne m'ont pas été imposés, sauf Paolo Gozzi. Il m'est imposé par un prêt du Genoa, il arrive au Red Star, mais quand il est imposé, c'est-à-dire on me dit, est-ce que ça te pose un problème que pour le 3e défenseur qu'on recherche, c'est-à-dire c'était un défenseur qui au départ ne devait pas être titulaire chez nous, il me dit est-ce que ça te dérange si on prend un joueur de la Galaxie 777? J'ai dit s'il est bon, non. J'ai regardé Paolo Gozzi, j'ai regardé toutes les vidéos, j'ai pas pu aller le voir en live, mais j'ai regardé ses vidéos et j'ai validé son arrivée. Si je n'avais pas aimé le joueur, si je n'avais pas aimé le joueur, il serait jamais venu. Donc pour l'instant, on n'a pas eu d'ingérence par rapport à ça. Ça se passe très très bien avec l'investisseur. Après, ce que tu dis, Jen, moi vraiment, pour l'instant, je suis très loin de ça sur l'aspect politique. Et si tu le dis, c'est que tu as vérifié tes sources et tu les avances pas. Je te conseille de lire les enquêtes de Philippe Auclair qui sont très intéressantes. Un ancien de la maison, Philippe Auclair. Et je le ferai, je me poserai les bonnes questions au moment de prendre les décisions pour mon avenir. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, moi, j'ai travaillé
vraiment avec une sérénité et surtout pas d'ingérence de la part de l'investisseur. Et ça s'est toujours très très bien passé. Tu restes avec nous, Habib. Plein de questions à te poser, même des appels au 32-16, bien sûr. Je vais quand même te poser la question dans un instant sur l'Olympique de Marseille, ton regard sur la saison de l'OM et ton affection pour ce club particulier. Reste avec nous, c'est Génération After RMC avec Kevin, Walid, Jennifer et Habib Bey, notre invité. À tout de suite. Et Kevin Diaz, Walid Acharchour et Jennifer Mandelevic, merci d'être avec nous. RMC 20h53. Tout à l'heure, on parlera de Pierre Sage, beaucoup de questions aussi. Pierre Sage, ancien adjoint pendant 1 an et demi à tes côtés, Habib Bey, notre invité au Red Star. Tu as 2 adjoints qui sont partis en Ligue 1 d'ailleurs cette année. Ouais. Ça donne des idées, bien sûr. Il y a des sollicitations au Red Star quand même. Ça bosse bien. Ouais, ça veut dire que ça bosse bien, on a des bonnes idées et on bosse avec des bons. Walid Acharchour bientôt va signer en Ligue 1 aussi. Non mais qui reste là, Walid. Non, moi je suis très bien là. Il est très bien ici, il aime bien son confort, Walid. T'as vu comme oui. il est posé tranquille avec sa bouteille d'eau là. Moi, on me laisse le temps pour bosser. Peinard. On me laisse le temps pour bosser. Pour travailler tranquille. Je suis sur un projet de 3 ans. Bon, question directe en quelques mots. Est-ce que Marseille c'est un rêve pour toi? Forcément, quand tu as été capitaine de l'Olympique de Marseille, quand tu as passé 4 ans comme j'ai passé à l'Olympique de Marseille, c'était mon club de cœur quand j'étais petit. Lorsque j'en suis devenu joueur et encore plus capitaine, ça a été clairement l'aboutissement de ma vie de footballeur. Je pensais jamais quitter ce club-là. Je l'ai quitté en 2007. On a l'impression que l'histoire doit nous ramener à un remariage, mais en fait, personne ne sait si ça arrivera. La réalité, c'est que c'est un club exceptionnel, passionnant, excitant, mais par contre, il faut être prêt pour un club comme ça. Et ça, il faut vraiment être sûr de ne pas voir l'aspect émotionnel dans une logique. Si la décision un jour devait arriver, elle ne devrait pas être dans cette logique que je vous décris là. C'est-à-dire qu'il faudrait occulter tout ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire le passé de joueur, cet aspect-là. Mais tu connais l'environnement marseillais. Oui, non, l'environnement, je le connais, mais l'environnement, il évolue. Et la réalité, c'est que c'est un très gros club avec une énorme pression. Et le jour où vous faites ce choix-là, je ne vous dis pas que je ne suis pas en capacité de le faire aujourd'hui. Mais la réalité, il faut vous poser les bonnes questions. Et pas cette question-là émotionnelle de passer marseillais, de passer de joueur. Je pense qu'il faut juste être dans la logique de dire est-ce que c'est le bon projet pour moi? Ce qui est sûr, c'est que c'est un club exceptionnel. Et que je pense qu'il est impossible, et là je vais vous donner un élément, c'est qu'il est impossible de dire non à un club comme celui-ci lorsque vous êtes l'entraîneur que je suis, forcément. Même après tout ce que tu viens de dire? C'est-à-dire même en prenant en considération que tu peux considérer ne pas encore être prêt, t'irais quand même? Mais bien sûr que oui. Tu peux pas dire non. Mais ça passe pas 2 fois Marseille. T'as dit que le train passait pas 2 fois. Jennifer. Mais j'ai dit ça. Marseille. Aujourd'hui, positionne-toi dans cette logique-là. Quel entraîneur va dire non à Marseille? Bien sûr. Et est-ce que tu pourrais, c'est un peu bizarre ce que je vais te dire, mais est-ce que tu pourrais refuser un club qui après pourrait t'empêcher d'entraîner l'OM? Tu vois ce que je veux dire? Non. Un gros rival de l'OM. Non, il y a eu Lyon. Parce qu'on avait eu et cette histoire avec Zidane, est-ce qu'il irait au PSG? Il y a eu Lyon, et quand il y a eu Lyon, j'ai pas demandé à mon club de partir, j'ai demandé à mon club d'écouter. Ils ont écouté, il y a eu discussion entre les 2 patrons, donc John Textor et Josh Wander. Il s'est trouvé que Josh Wander ne voulait pas me libérer, il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu de proposition financière, puisque de toute façon, il y avait veto sur mon départ du Red Star. J'ai respecté ma logique de contrat, je ne suis pas allé à l'encontre, même si c'était un club très attractif, je ne suis pas allé à l'encontre de ma direction. Et je pars du principe que tu mérites ce que tu as au moment venu. Et si un jour l'OM se présente, je pense que c'est un club dans lequel tu ne peux pas dire non. Mais je dis encore une fois, et les gens doivent comprendre que quand tu prends un club comme celui-ci, il faut être prêt. Eric est avec nous, 32-16. Juste avant Eric, sur le facteur émotionnel, parce qu'on a donné beaucoup de qualités d'Habib. Moi, je trouve que ta marge de progression, c'est sur le facteur émotionnel, et notamment la gestion avec les arbitres. Est-ce que tu... Je me suis calmé depuis 4 mois. Tu t'es calmé depuis mon carton rouge à Dijon? Oui. Ah, d'accord. Depuis mon carton rouge à Dijon, il le sait, je ne parle plus avec les arbitres. J'ai arrêté. Je me suis dit, ça ne t'apporte rien. Ça te coûte. C'est dur, parce que c'est un effort à faire. Tu le vois. Oui, c'était aussi surprenant. Un soir, j'étais à Bauer et je vois en fait Habib Bey, parce que moi, je suis tout en haut, et je vois Habib Bey passer comme ça. Et il me serre la main. Je dis, qu'est-ce que tu fais là, en fait? Il fait, non, mais c'est mon 3e jaune, je suis suspendu. Alors qu'il m'avait dit, juste après Dijon, moi, c'est terminé, Walid, les rouges, etc. Et donc, est-ce que sur ça, parce que tu es quelqu'un de très passionné sur le terrain, et tu parles de Marseille, mais où autre hein, au très très haut niveau, parce que tu seras scruté, quand ça va bien, c'est très bien, quand ça va un peu moins bien, quand il y a une dynamique négative, est-ce que c'est ancré en toi, tu peux pas faire autrement, ou parce qu'il y a aussi un jeu, on veut se faire Habib Bey aussi du côté des arbitres, donc est-ce pas que du côté des arbitres? Ouais, pas que du côté des arbitres. Pourquoi si, moi je l'ai ressenti. Mais pourquoi en fait? Je l'ai ressenti. À quoi ça tient ça? Après attention, il a aussi sa... Tu dirais que t'es clivant un peu ou pas? Oui, je suis clivant. J'ai ma part de responsabilité. C'est-à-dire, ce qu'il faut dire dans un premier temps, c'est que j'ai ma part de responsabilité. Comme ça, les gens disent, voilà, il s'est mis en avant, il a dit qu'il était responsable. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, tu crois pas. Walid, une fois, si, j'y crois. J'y crois. Non, Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, j'ai aussi entendu
le consultant de Canal+, tais-toi, arrête de parler, toutes ces choses-là de la part de certains bancs, je dis bien certains bancs, ou certains acteurs du jeu. Donc je dis juste que, comme le dit Walid, c'est à moi de faire la part des choses et c'est pas aux autres de s'adapter, c'est à moi de m'adapter à l'environnement dans lequel je suis. Et j'ai remarqué une chose, et mon préparateur physique m'en a parlé récemment, il m'a dit, depuis que tu es plus calme par rapport à tous ces éléments-là, c'est mieux. Et je me rends compte que c'est mieux. Donc je dois grandir par rapport à ça. Et il y a une chose aussi que je vous dis, et là où j'ai énormément progressé, c'est que moi, la défaite, elle me consumait à un point qui était très difficile à accepter et à repartir. Et en fait, un jour, j'ai eu la chance de discuter avec Arsène Wenger et qui m'avait dit une chose très intéressante, c'est qu'il m'a dit le lendemain, quand tu as perdu, tu te lèves, tu as toujours perdu. Et il n'y a rien qui change. Donc il faut, quoi qu'il arrive, te régénérer pour être en capacité le lendemain de repartir avec de la fraîcheur. Et je pense qu'avec le temps et avec l'expérience, et c'est l'expérience qui vous amène ça, j'ai appris à mieux gérer cette logique de défaite. Cette année, on a eu la chance de ne perdre que 4 fois. Donc on l'a peu vécu, mais voyez le titre. Pas le titre, mais la montée en Ligue 2, on l'a vécu avec une forme de... Oui, parce qu'il y a une défaite. La première à Bauer de la saison. Je pense qu'on grandit au fil de notre vie d'entraîneur et chaque jour on devient meilleur, et je pense que Walid l'a dit, et on apprend. Mais bien sûr que si demain je vais dans un contexte un petit peu plus sulfureux, un petit peu plus de pression, il faudra que je sois en capacité de canaliser cette énergie qui est débordante. Je suis un coach très passionné, qui fait beaucoup de kilomètres dans sa zone technique. Ah, t'es un Sampaoli alors? Tu serais proche de qui, d'un Sampaoli ou d'un... T'as mis le GPS ou pas? Non, mais je fais beaucoup de kilomètres, quand même. Un peu moins cette année, mais je fais beaucoup de kilomètres. Après, on a un projet de jeu très offensif. Donc toi, tu l'es aussi sur le côté. T'as envie de faire 2 mètres dans le terrain pour... moi, je t'ai vu... Après, il initie le propre pressing. Et puis le quatrième qui dit zone technique, s'il vous plaît, il le regarde même pas. Non, mais tu peux le faire en national, mais en Ligue 2, ils t'entendront plus. Nico, il est venu à Bauer. C'est une des remarques que j'ai faites. Ouais, c'est vrai. Il est venu. Mais moi, j'aime ça aussi, tu vois. Je dépasse très souvent ma zone technique et c'est très souvent ce que me disent mes joueurs. Mais ça a des avantages sur l'équipe aussi. Ouais. Et je pense que ça donne de l'énergie. Mais après, bien sûr qu'avec le temps, tu te canalises un petit peu. Mais il faut que tu restes toi-même. Il faut surtout être soi-même. Tu restes avec nous encore un petit peu, Habib, si tu le veux bien. On va parler de tes adjoints aussi. Je sais que tu es très fier de leur parcours aussi. Très, très fier. C'est Génération After avec Walid Acharchour, Kevin Diaz, Jennifer Madelevic. Pour nous appeler au 32-16. Eric sera là aussi parce qu'il nous attend depuis quasiment un quart d'heure. A tout de suite sur RMC. Avec Kevin Diaz, Jennifer Madelevic et Walid Acharchour, c'est Génération After sur RMC. Avec notre invité, entraîneur du Red Star, Habib Beye, est avec nous. C'est un plaisir de t'écouter. Plein de messages positifs. Habib, passion, très bon client, je l'ai déjà dit. C'est pour ça que tu es consultant aussi, je pense. Personnalité clivante aussi, on le sait. Parfois, il fait un peu le professeur Habib Beye. Mais moi parce que le professeur c'est Kevin Diaz en Génération. Moi, je trouve que ces 2 premières années à Canal, je crois que quand tu débutes, c'est une révélation. J'ai jamais vu un consultant aussi aimé. Je pense, dans l'opinion. Oui, bien sûr. Après, il y a eu un switch, je sais pas quand il est arrivé. Parce que les gros matchs avec des champions, forcément. Parce qu'en France, mais sincèrement, les plus t'es exposé, on le sait ici. Eric Dimeco l'a vécu ici, sur les gros matchs avec des champions, plus t'es exposé. J'ai vu Dugas, le prime de Dugas était très très fort à un moment donné. Et le prime d'Habib, où sincèrement, il y avait unanimité autour d'Habib. Et il y a eu un moment donné où. La surexposition, de toute façon. C'est ça. À un moment donné, amène tout ça et il faut qu'on soit très lucide par rapport à ça. Il faut qu'on prenne beaucoup de distance par rapport à ça. Et il faut accepter les critiques. C'est un jeu dans lequel on est lancé. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, il faut en accepter le fonctionnement. C'est un exemple. Les gens se plaignent des réseaux sociaux. Mais si tu veux pas le revers des réseaux sociaux, il faut pas y aller. Il faut pas communiquer. Et il faut pas t'exposer médiatiquement. Moi, aujourd'hui, tous les messages négatifs que je reçois, d'une, je réponds jamais. Et 2, ça fait partie du jeu. Et que je sois clivant aujourd'hui, sincèrement, ça me dérange pas. Les gens ont le droit d'avoir les avis qu'ils veulent sur mon métier de consultant, également sur ce que je suis en tant qu'entraîneur, et s'ils veulent, en tant que personne. Parce qu'au fond, on est maître de nos propres vies et on n'est pas là pour contenter un tel ou un tel. En fait, on fait ce métier avec passion, avec envie. Je pense que quand on donne nos avis et quand ils sont tranchés, on ne joue pas un jeu. On est vraiment authentique. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie d'être, authentique le plus possible. Et après, ce que les gens pensent, ils pensent qu'ils ont envie de penser et je ne vais pas changer ma façon de faire ou de penser ou d'être en tant qu'entraîneur ou consultant pour satisfaire ceux qui ne sont pas satisfaits. Au fond, c'est pas très grave, Walid. Avant de parler de Pierre Sage notamment, on parle de Luis Enrique aussi, détour par le stade Coubertin, le handball, Ligue des Champions, PSG Barcelone avec Edgar Grelot. Salut Edgar. Salut Nico, salut à tous. Ouais, ça se passe très très bien pour les Parisiens. Pour l'instant, 19 minutes de jeu, 9-7 pour le PSG handball face au Barça dans ce quart de finale aller de la Ligue des Champions. Ça nous rappelle quelque chose par rapport au foot. Et justement, il y a 3 footeux dans les tribunes. Carlos Soler, Arnaud Tenas et
et Marco Asensio, voilà, qui regardent ce match, qui regardent leurs homologues du hand qui pour l'instant s'imposent face au Barça 9-7 après 19 minutes de jeu. Avec Eric qui attend depuis un moment, et puis après on fermera la page Avenir, David Bay. Salut Eric. Tous. C'est supporter du PSG. Tu avais une question à poser à Habib, bienvenue. Oui. Bah déjà, félicitations à lui pour tout ce qu'il fait, parce que j'ai passé ma jeunesse à le siffler. Je passe ma vie d'adulte à apprécier ses commentaires. Il fait remonter dans un championnat qui va être beaucoup plus visible, un club mythique de la région parisienne, parce que le Red Star, c'est mythique, malgré que je sois supporter du PSG. Et moi, j'avais une petite question juste pour le taquiner comme ça, par rapport à tous les bruits qui courent. Si un jour on lui propose le PSG, il réagit comment? Ouais, déjà, merci pour tous ces compliments et bonsoir à toi. Je pense qu'en fait, c'est une question difficile à aborder pour deux raisons. C'est ce que je vous ai dit, c'est que je pense qu'il y a des clubs aujourd'hui qui sont très difficiles de refuser. Et c'est pas parce que tu as un attachement à l'OM qu'aujourd'hui, tu vas dire catégoriquement, dire je ne peux pas entraîner le PSG. Déjà, si un jour, c'est que tout ira bien, le PSG s'intéresse à mon profil, j'ai envie de te dire, avant de prendre ma décision, je te dirai, c'est déjà une très très bonne nouvelle. Mais je veux même pas en fait aller dans cette logique-là parce que sincèrement, je fais pas partie de cette caste aujourd'hui et il va falloir que je travaille énormément pour aujourd'hui, un jour, espérer avoir l'intérêt d'un club comme le Paris Saint-Germain. J'ai trop de respect pour les gens qui y travaillent aujourd'hui et surtout le niveau où est le PSG aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que ça reste compliqué lorsque tu as mon histoire, mon passé, d'entraîner le Paris Saint-Germain. Te dire que c'est impossible, en fait, je suis incapable de te le dire aujourd'hui, ça serait te mentir. Mais par contre, il est clair que tout le monde sait aujourd'hui que mon club de cœur est l'Olympique de Marseille. Tout le monde sait mon attachement à ce club-là. Et je pense qu'il est très difficile, à un moment donné, de mentir aux gens et de te mettre dans un rôle. Je prends l'exemple de Christophe Galtier. Il a tout essayé pour se détacher un petit peu de cette identité. Et au fond, il n'a jamais réussi. On lui a toujours reproché ça. On l'a toujours ramené à ça, avec tous les efforts qu'il a fait. Et je pense que ça reste un mariage qui a été raté, mais pour plein de raisons. Et je pense que son passé, cette identité, lui a collé à la peau et qu'il a été difficile pour lui, quoi qu'il ait fait, de basculer en fait dans cette logique où les gens vont l'apprécier. Donc je pense que c'est des éléments que tu dois quand même intégrer dans ta réflexion quand on te propose un club comme le Paris Saint-Germain. Maintenant, je ne peux pas te dire impossible à 100%, mais c'est très difficile. Mais de toute façon, non seulement c'est juste ce que dit Habib, mais en plus, c'est normal. Il y a un moment, si on veut se dire un grand pays de football, il y a un moment, je suis désolé, Rui Costa, il ira pas à Porto. C'est comme ça. Steven Gerrard, il va pas aller entraîner Everton. Sauf cataclysme, c'est possible. Ça reste du football, mais je ne le crois pas. Après, c'est différent parce qu'ils sont nés dans la ville. Un peu comme Christophe Galtier, il est né dans la ville. Oui, voilà. Moi, aujourd'hui, je suis né à Paris. Non, mais je veux dire qu'on lui reproche. Été formé au Paris Saint-Germain. Ouais, t'as fait une formation au PSG. Oui, je suis toujours très fier de ma formation au Paris Saint-Germain. Mais voilà. Une histoire différente. C'est une histoire différente. Qu'on lui reproche. Moi, c'est un attachement en fait d'enfant qui a été marqué par les années 90 de l'Olympique de Marseille. Donc, j'ai grandi avec ça. Accentué par tes 4 saisons. Voilà, et ensuite, j'ai été 4 ans à l'OM. Moi, je parlais plus pour Christophe Galtier. Ouais. Je ne lui reproche pas du tout son choix, comme tu as dit, pour d'autres choses. Chacun fait ce qu'il veut. Et moi, il a voulu y aller. Je comprends que l'entraîneur ait envie d'y aller. Surtout, c'était une belle opportunité. Mais par contre, je ne reproche pas les gens qui lui reprochent. Ouais, bien sûr. Okay. C'est aussi un fait. Merci Eric d'avoir fait le 32-16. Excellente soirée à toi, très vite sur RMC. Alors Habib, je le disais, tu as eu comme adjoint Pierre Sage pendant 1 an et demi au Red Star, avant qu'il parte diriger le centre de formation de l'Olympique Lyonnais en début de saison, avant de devenir l'entraîneur de l'OL avec le succès qu'on connaît. Comment tu observes sa réussite justement? Parce que alors, je suis pas une question de journaliste, il y a de la fierté, est-ce qu'il y a un peu de jalousie aussi? Ah non, il n'y a pas du tout de jalousie, vraiment pas. Mes rapports avec Pierre étaient magnifiques quand il était mon adjoint. C'est quelqu'un qui m'a rejoint en janvier lorsque j'ai repris l'équipe. Et surtout, c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté au quotidien dans mon travail parce qu'il est arrivé avec une maîtrise, en tout cas, de tout ce qui était pour moi une sensibilité importante dans ma méthodologie d'entraînement. Il l'a structuré aussi. Il m'a fait gagner énormément de temps parce qu'il entraînait depuis très longtemps. Il maîtrisait beaucoup de choses, la périodisation tactique, le jeu de position, tous ces éléments-là dont on parle aujourd'hui. Il m'a fait gagner énormément de temps. Et en mars de l'année où il part, donc l'année dernière, il vient me voir. On était à Villefranche et il me dit, écoute Habib, j'ai une proposition en fait pour revenir en fait au centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Et il dit, c'est mon ADN, c'est la formation, c'est ce que j'aime. Et donc, je lui ai dit, Pierre, moi, aujourd'hui, on n'a pas signé un pacte pour travailler ensemble pendant 10 ans. On a fait notre parcours. Et si aujourd'hui, ta sensibilité, c'est de repartir à la formation dans un club qu'il aime
et où il était avant de venir avec moi. Je lui ai dit, je suis très très content. Et maintenant, il est propulsé numéro 1 dans une équipe où au départ, il n'était pas prêt pour ça. Il a pris l'équipe et puis il a eu de très très bons résultats. Et il vit son métier d'entraîneur avec passion. J'échange avec lui toutes les semaines. On a un groupe qui s'appelle Red Star All Star, où il nous envoie des messages à chaque match, où nous, on lui envoie des messages pour l'encourager dans ce qu'il fait. Et on a de très très bonnes relations encore avec Pierre. Et je suis très très content. Il n'y a aucune jalousie parce que je pars du principe que les destins des gens sont magnifiques et son destin, lui, il est exceptionnel. Il est hors norme. Il s'est construit tout seul à travers des aventures multiples où il a vu tout, du métier d'entraîneur jusqu'à directeur sportif, jusqu'à entraîner des gamins. Et aujourd'hui, il est entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Donc, lorsque vous êtes... une grande humilité. Bah oui, quand vous êtes dans une authenticité de rapport comme nous l'avons vécu ensemble, c'est-à-dire qu'il a été mon adjoint, je peux que le féliciter de ce qu'il fait et d'être très content de ce qu'il vit. Tu as dit récemment de lui, sa théorisation du football est complexe, mais le rendu aux joueurs est simple, et c'est pour ça qu'il l'aime beaucoup, les joueurs. Hein, parce que tout ce qu'il fait est très clair. Exactement. Comment tu définis sa théorisation du football? Mais en fait, c'est pas ça, c'est quelqu'un qui a poussé à l'extrême la théorisation du football, mais en dehors du terrain. C'est-à-dire qu'il a tout pensé sur la méthodologie d'entraînement, sur comment faire jouer ses équipes, sur les principes de jeu, sur tous ces éléments-là. Et l'avantage qu'il a, c'est que moi, quand je vais le chercher, quand on se voit 1h30. Au bout d'1h30, je devais voir 2 autres adjoints derrière. Et j'ai dit à mes agents, stop, j'ai trouvé celui que je voulais. Et quand on commence à travailler ensemble, on a des discussions, et des discussions qui sont complexes dans l'approche du foot. C'est-à-dire dans ce que lui pense, dans ce que moi je pense. Et à un moment donné, il a fallu qu'on simplifie tout ça. Et ce que j'ai observé de lui en tant qu'adjoint avec les joueurs, c'est que je me suis dit, au départ, bon, maintenant, il faut qu'on voit comment on retransmet ça aux joueurs. Et j'ai trouvé ça d'une extrême simplicité. Quand vous passez du bureau au terrain, ce qu'il faut, c'est que les joueurs, ça soit clair. Si vous commencez à leur monter un truc où les joueurs vont se dire, voilà, là, c'est une équation difficile à résoudre, l'entraîneur doit faire en sorte que le message soit très clair pour les joueurs. Et pour moi, la grande qualité de Pierre, c'est que malgré sa théorisation à l'extrême, c'est-à-dire quand vous parlez de foot avec lui, vous voyez dans ses conférences de presse, il utilise des mots que parfois vous vous dites, oh, j'ai jamais entendu un entraîneur parler de process, de situation, de production. Et par contre, ce que vous voyez du jeu lyonnais au départ, quand il reprend l'équipe, il les a remis dans un cadre simple. Ça paraît simple en fait. Où chacun était à son poste, où chacun savait ce qu'il avait à faire et il a eu des résultats. Et petit à petit, je pense que vous vous en rendez compte, il est en train de poser ses bases de son jeu, petit à petit, avec beaucoup d'intelligence, avec de temps en temps des petites rechutes, mais ça c'est le lot de tous les jeunes entraîneurs qui arrivent et qui expérimentent le très haut niveau, et je pense qu'il le vit. Mais pour discuter avec lui, je trouve que sa grande qualité, ça a été la phrase que j'ai dit. Et je trouve que mes joueurs, en tout cas lorsqu'ils s'exprimaient avec les joueurs, c'était toujours très très simple. Oui, il y a de l'empathie aussi. Comment on gère quand on est numéro 1 comme ça? Parce que on le sait, le staff est très très important. Et tu t'entoures très très bien. Il y a Pierre Sage qui est parti à l'Olympique Lyonnais, mais il y a aussi Sébastien Bichard qui est parti à Clermont pour être numéro 1 bis. Autre adjoint, exactement. Avec Gastien notamment, un autre adjoint que vous avez récupéré cet été, qui a fait du bon boulot avec toi. Comment on fait en fait? Est-ce qu'il y a le mythe, on avait reçu Julien Stéphan avec les numéros 2 qui peuvent savonner la planche ou tout ce qui peut se passer autour. Comment on fait aujourd'hui quand on voit 2 numéros 2 partir dans des très très gros clubs sans forcément avoir cette ambition-là au départ? Est-ce qu'on est fier? Est-ce qu'on se dit le prochain, comment ça va se passer? Est-ce qu'on doit toujours bien s'entourer? Parce que c'est aussi la force du Red Star, et ta force, c'est d'avoir eu un staff très très compétent, je pense. Parle-nous un petit peu de la réalité, c'est que quand Pierre s'en va, on décide d'aller chercher un adjoint qui a un profil différent. C'est-à-dire que moi, ce que je dis à Reda à ce moment-là, et aussi à mes agents classicaux qui ont participé à la recherche, en tout cas de mon adjoint numéro 1, je dis je veux un numéro 1 qui a le BEPF et qui soit en capacité de prendre l'équipe comme moi. Pour 2 raisons. Parce que je sais que cette personne-là va avoir la capacité d'être au même niveau de diplôme que moi, le même niveau d'ambition, parce que Sébastien, quand je vais le chercher, son ambition, c'est d'être numéro 1. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu dois sortir du confort. Ça, hein. Ouais. C'est très rare. Oui. C'est très important de sortir du confort. Et surtout, ce que ne doit pas vivre un coach, c'est la peur des gens avec qui il travaille. Ça, c'est sûr. Moi, aujourd'hui, j'ai vu Sébastien pendant 1h30 et je me suis dit, tu es la personne avec qui je veux travailler parce qu'on a eu ce feeling-là. Et on s'est dit, au fond, si demain, il est amené à avoir une opportunité meilleure que moi, ou moi, parce qu'il est dans le club aujourd'hui, ou demain, moi, ça ne marche pas, en fait, c'est la réalité du métier dans lequel on est. Moi, j'ai pris la place de quelqu'un qui était là avant moi. Et en fait, c'est le rôle aujourd'hui que vivent des entraîneurs qui sont en attente de poste, des entraîneurs qui sont promus comme moi je l'ai été, j'étais adjoint, je suis passé numéro 1,
Et si tu as peur de ça, à un moment donné, tu es dans la paranoïa et tu prends que des bénis oui ou des poseurs de coupelles. Moi, ce que j'ai demandé, c'est d'avoir un staff proactif, hyper compétent. Parce qu'à un moment donné, ces gens-là me font gagner du temps. Et on le voit aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup de moi, mais je le dis, j'ai un staff de grande qualité. Sébastien est parti. J'ai Yann Caveza avec moi, qui était mon adjoint numéro 2, qui est maintenant adjoint numéro 1. On n'a pas remplacé Sébastien. On a décidé d'avancer comme ça. Et c'est important d'avoir un tampon, d'avoir des confrontations entre le numéro 1 et très important parce que c'est en fait, ils te challengent au quotidien. Ils viennent pas te dire t'as tort ou t'as raison. C'est qu'à un moment donné, dans les discussions qu'on a, ces discussions, elles sont riches. Ils amènent des éléments. Et la réalité de notre métier, c'est que pour moi, on n'a pas le monopole de la réflexion. Par contre, on a le monopole de la décision finale. Dans cette décision finale, c'est le numéro 1 qui la prend, qui va l'assumer et qui doit faire en sorte que toute son équipe, je parle joueurs et staff, pas forcément au fond de dire à la fin, bah vas-y, hein, si tu vas et si on se plante, bah, c'est toi qui auras décidé. C'est de dire, ok, on a une réflexion globale, on a à un moment donné vu le panel de toutes les décisions, toutes les réflexions, et on prend une décision et on va tous dedans. Et c'est ça très intéressant d'avoir quelqu'un qui a cette envie, capacité d'être numéro 1. Et Seb, quand il part, il vient et me dit, écoute, Habib, j'ai été en quelque sorte contacté par Clermont, et je lui dis, si tu attends de ma part mon aval pour partir, je te dis, vas-y. C'est l'opportunité d'une vie. Quand tu es club de national, tu ne peux pas retenir quelqu'un qui peut aller en Ligue 1. Ce n'était pas le cas avec Pierre parce qu'il avait décidé de partir, mais avec Seb, la question s'est posée et je vais être très clair. Le club ne voulait pas qu'il parte. Je suis allé voir mon président, mon directeur sportif. On s'est assis tous les trois et j'ai dit, laissez-le partir. Et il y avait une crainte parce qu'on était dans un moment où l'équipe performait. Il y avait une crainte de déstabiliser le système. Et moi, j'ai dit à mon président, s'il vous plaît, laissez-le partir. Et tu le retrouveras peut-être en Ligue 2 la saison prochaine. Peut-être en Ligue 2 la saison prochaine. Mais c'est quelqu'un de très compétent. Sébastien Bichara, clairement. Kevin, c'est une remarque. Juste pour finir, en fait, un entraîneur ou un adjoint, c'est quelqu'un, pas forcément qui te donne les réponses, mais c'est quelqu'un qui se pose les bonnes questions aussi ou qui les pose au numéro 1. Exactement, et qui va peut-être se poser des questions que le numéro 1 ne se pose pas. Exactement. Reste avec nous, la suite avec Habib Beye, dans Génération After sur RMC, avec Jennifer, avec Walid Kevin également. Tiens, on va parler de la Ligue 1. Tu me diras dans un instant quelle est l'équipe de Ligue 1 qui te procure le plus de plaisir quand tu la regardes jouer, ou les équipes de Ligue 1. On va parler de Luis Enrique, de son travail aussi, beaucoup de questions. C'est incroyable l'obsession des gens pour Faris Moumbagna, sur le chat aussi, on nous dit. Je veux savoir ce qu'Habib pense de Faris Moumbagna. C'est devenu le joueur le plus commenté de la Ligue 1. Ça commence à devenir gênant, non? C'est étrange. Allez, reste avec nous, c'est l'after sur RMC, à tout de suite. Dedevic avec Kevin Diaz, Walid Acharchour et notre invité Habib Beye. Quelques minutes encore avec toi, Habib. D'abord, rapide détour par le handball, Ligue des Champions, PSG Barcelone. Edgar Grelot. Il reste 1 minute dans cette première période. 13-11 pour le PSG face au Barça. Le PSG qui a mené quasiment du début jusqu'à la fin de cette première période. 13-11 donc pour les Parisiens. Alors Habib, devant quelle équipe de Ligue 1 tu prends plus de plaisir là, quand tu te poses chez toi, tu mates un match un dimanche soir ou un samedi après-midi, quelle est l'équipe dans son développement d'idées, de projet? J'aime beaucoup ce que fait Fonseca. Ouais. Je trouve que Fonseca fait un travail exceptionnel avec cette équipe de Lille. Il a osé lancer de très jeunes joueurs qui sont aujourd'hui des jeunes joueurs reconnus en Europe, identifiés par les très gros clubs. Je trouve qu'il s'est parfois cassé les dents dans cette outrance à relancer et il n'a pas lâché son projet de jeu. Je me rappelle d'un match à Rennes où ils prennent un but au bout de 2-3 minutes à Rennes sur une sortie de balle avec Euro qui perd le ballon et ils sont restés dans leur principe. J'admire en fait, et Walid le sait, j'admire les entraîneurs qui ont des idées de jeu et qui restent dans ces idées de jeu tout en amenant toujours de l'adaptabilité, des variations. Walid le sait, je joue avec 5 joueurs offensifs qui fixent la ligne défensive et on était convaincus que ça fonctionnerait dans cette division. Et je pense que Fonseca, à l'échelle de la Ligue 1, où de temps en temps les gens disaient non, ça ne marchera pas en Ligue 1, il ne peut pas faire comme ça. Aujourd'hui, ça prouve qu'il a prouvé. D'ailleurs, dans la double confrontation face à Villa, pour moi, il doit passer. C'est une équipe qui me séduit énormément parce qu'on sent la patte de l'entraîneur. Et cette équipe, quand on la regarde, à l'image de ce qu'elle a fait en Coupe d'Europe, elle procure des émotions. Et ce qui est beau, c'est des équipes qui, à travers des projets de jeu, d'une identité de jeu, vous procurent des émotions. Il y en a beaucoup aujourd'hui en Europe sur lesquelles on est sensible. C'est aussi une sensibilité liée au football. Il y a des gens qui n'ont pas aimé ce qu'a fait le Real. Il y a des gens qui ont adoré ce qu'ont fait le Real face à City. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Fonseca. J'aime également beaucoup ce que peut faire un Luis Enrique lorsque on estime que les joueurs sont à leur poste avec ce qu'il peut faire en termes de cohérence, l'innovation. Moi, je trouve que c'est un entraîneur innovant, perturbant, déstabilisant, mais qui ne te laisse pas indifférent. Et pour moi, ça, c'est la patte d'un entraîneur. Il faut que tu puisses voir tous ces éléments-là. Mais Fonseca et ce que fait Monaco là depuis maintenant quelques mois,
C'est une équipe qui est très offensive et je trouve que. Mais ils ont l'effectif pour. C'est pour ça que je dis Fonseca, parce qu'à mon sens, il n'a pas l'effectif au départ pour faire ce qu'il fait aujourd'hui. Il a développé des joueurs de grande qualité. Il y a d'autres coachs en Europe que tu regardes beaucoup. Parce que Pep Guardiola disait qu'être un entraîneur, c'est piquer, voler des idées. Est-ce que toi, dans ta conception du jeu au Red Star, tu as un ou deux coachs qui t'a apporté cette année ou l'année dernière? Je suis ultra fan de Guardiola. Tout le monde le sait, j'en parle beaucoup. Je suis ultra fan de Guardiola par cette innovation constante de poser des problèmes à l'adversaire et d'utiliser toujours des armes qu'il identifie pour faire mal aux adversaires. Lui, tu n'as jamais réussi à échanger avec lui au bord d'un terrain? Non, malheureusement jamais. Il y a Samir Nasri qui m'a proposé, il m'a dit si tu veux le faire, j'appellerai, je t'emmènerai, on pourra le faire et ça serait un grand moment pour moi. Mais je pense que tu ne peux pas avoir qu'une sensibilité. Il faut que tu essaies de voir tout ce qui fonctionne, l'évolution du foot et tous ces éléments qui font qu'à un moment donné, tu vas toi incarner en fait, peut-être en quelque sorte les idées des autres. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire il fait ça, je fais ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois comprendre quel est ton effectif. Et il y a plein de choses, et je pense que Walid l'a identifié, mais je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, moi, je demande à mes 2-6 d'avoir un étagement vertical. C'est des choses que j'ai aussi remarquées au très très haut niveau pour ouvrir les positions sur mes demi-couloirs, ce qu'on appelle les half space. Et pour toucher mes 5 positions offensives, il fallait que j'ouvre des voies. Et à un moment donné, dans le développement de notre projet de jeu, je me disais, mais comment je peux faire pour ouvrir ces voies constantes pour mon gardien, pour mes 3 centraux? Et puis à un moment donné, je vais commenter un match de très haut niveau et je vois cette logique en fait de permutation des 2-6 avec en fait 2 étagements verticaux et je me dis c'est ça. C'est exactement en fait ce qu'on doit essayer de faire pour aller chercher ces demi-couloirs. Et après, tu essayes toi de le ramener à ton équipe. Donc tu vois l'évolution du foot. Donc je suis très sensible à Pep Guardiola, ça c'est une réalité, mais pas que. Et je vous dis, il y a plein de styles de jeu aujourd'hui. Tu prends ce que fait par exemple Peter Bosz avec le PSV Eindhoven. Et ce qui est très marrant, c'est qu'on a regardé les datas. Et quand on compare aujourd'hui ce qu'on fait au Red Star, et c'est plus nous qui faisons la même chose que le PSV, et pas la PSV qui fait la même chose que nous, mais on a vraiment sur les graphiques 2 équipes qui se superposent. Donc ça m'a intrigué. Et puis j'ai analysé le Bayer Leverkusen toute l'année. Donc en fait, j'ai regardé les matchs du Bayer Leverkusen. T'as du goût, hein. J'ai eu la chance. Non mais j'ai eu la chance d'avoir aussi les plans tactiques. Donc, on m'envoyait des plans tactiques pour avoir. Oui, j'ai récupéré les plans tactiques. D'ailleurs, c'était Sébastien Bichard qui m'avait récupéré ces plans-là. Et ça me permettait de comprendre comment cette équipe faisait pour avoir 2 pistons qui marquaient plus de 10 buts. Je me dis Grimaldo et Frimpong. Je me dis, c'est pas possible. Dans un système comme celui-ci, alors c'est un peu différent de ce qu'on peut faire, mais il joue dans un système à 3 avec aussi des situations de 2 excentrés, en tout cas 2 pistons qui rentrent très fort à l'intérieur et qui sont très souvent à la finalité des actions. Et moi, comme je joue dans ce système-là, j'ai essayé de comprendre comment il faisait pour avoir ces 2 positions-là aussi présentes dans son projet de jeu. Donc je suis allé voir, j'ai regardé. Et c'est très intéressant en fait de regarder comment fonctionnent ces entraîneurs-là à travers la pression, l'occupation du terrain, après, la pression haute. Puis bon, alors là on n'aura peut-être pas le temps, mais ce sera pour une autre fois. Ce sera très intéressant d'échanger avec toi parce que tu es dans une projection et en plus tu dis que tu regardes ce qu'il fait. Pourquoi Peter Bosz n'a pas fonctionné à Lyon? Parce que ça, c'est un truc auquel tu vas être confronté. Et c'est un truc moi j'ai parlé dès le début, dès l'arrivée de Peter Bosz à Lyon, de dire est-ce que ça va passer avec, et encore une fois c'est un long débat, la mentalité qu'on peut retrouver dans nos vestiaires qui n'est pas forcément la même dans certains autres pays. Après, il y a la logique du... Alors, il parlait français, Peter Bosz, mais il y a la logique du langage, de la connaissance du championnat, du niveau aussi du championnat, de l'équipe. Le formatage du joueur. Mais par contre, d'amener ces joueurs-là à répondre à une identité de jeu et à un projet bien établi, parce que quand tu regardes le PSV Eindhoven, c'est très établi, les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Quand tu regardes le Bayer Leverkusen, c'est très très clair. Et Walid le sait, avec le Red Star, ce qu'on a essayé de faire, c'est de tout codifier. C'est-à-dire que chaque joueur de notre effectif soit en quelque sorte connecté à exactement ce qu'on veut faire dans nos positions de sortie de balle. C'est très établi et c'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, on a été un peu plus prévisible parce qu'à un moment donné, on nous a collé du 1 contre 1 sur 5 positions offensives. Il a fallu qu'on revoie notre copie. On a essayé de remettre un joueur supplémentaire au milieu. Comme le disait Walid, on a fait du 3-3-4 pour essayer d'attirer une position en plus dans le cœur du jeu. Donc tu t'adaptes en permanence. Mais ce qui est bien et ce qui est important chez tous ces entraîneurs dont on parle aujourd'hui, et notamment Fonseca pour revenir à lui, c'est que quand tu regardes leurs équipes, il y a une identité claire, un projet de jeu qui est clair, des idées de jeu qui sont claires, et surtout il y a l'adhésion des joueurs. Parce que pour finir, je vais finir là-dessus, on monte en Ligue 2 parce qu'on a des joueurs de grande qualité. Et ne jamais oublier une chose, les entraîneurs parlent de leur projet de jeu, décrivent leur projet de jeu, mais il y a un seul moteur dans tout ça, ce sont les joueurs. Et ça, il faut les valoriser. Et moi aujourd'hui, je comprends la force de mon effectif,
à travers la qualité de jeu qu'on a pu produire, mais parce que j'ai eu des joueurs qui ont adhéré et qui ont fait une saison fantastique. Et nous, ce qu'on kiffe, c'est qu'on a une nouvelle génération d'entraîneurs. Hein. On parle de Franck Hez, de Pierre Sage, de Régis Lebris, Habib Bey qui parlent foot, en fait. Que ce soit en conférence de presse ou dans les médias, et pour nous, c'est hyper intéressant. Bon, il y a quantité de messages hyper positifs, hein, c'est une dinguerie. Habib, on pourrait écouter des heures. Malheureusement, on va devoir libérer Habib. Il part déjà, il part déjà. Question. Non, j'avais l'objectif des 2 heures. Sympa, il a fait une prolongation. Habib, c'est important. On a fait un débat. Est-ce que Marseille peut être champion d'Europe? Bien sûr que Marseille peut être champion d'Europe, mais je vais vous dire quelque chose. Il y a un élément qui est très important. Très, très important. Il y a 20 ans, en 2004, Monaco était en finale de Ligue des Champions et l'OM, j'y étais, finale d'Europa League. Monaco perd la finale de la Ligue des Champions de Porto, nous on perd contre Valence, donc il faut espérer cette année que le PSG aille en finale de Ligue des Champions, que l'OM aille en finale d'Europa League et que cette fois-ci, 20 ans après, 2 équipes françaises ramènent le trophée. À l'époque, il y avait un intérimaire, il y avait un entraîneur intérimaire. José Anigo qui avait remplacé Perrin. Exactement. Et qui avait lancé la carrière vraiment de Habib à l'Olympique de Marseille. Et pour qu'il n'y ait pas comment dire, de déçus, on souhaite tous ici, et que tout le monde l'entende, les consultants du monde entier, les journalistes du monde entier, qu'il faut que le football français brille, et donc il faut que 2 équipes françaises gagnent une Coupe d'Europe, peu importe que ce soit Marseille, PSG, s'il vous plaît. Acceptez le fait qu'à un moment donné, ça fait briller le football français, et on doit être derrière tous les clubs français en Coupe d'Europe. Et on en a 2 qui nous représentent aujourd'hui, et il faut qu'on soit derrière eux. Et à l'époque, il y avait un attaquant qui fonctionnait bien aussi à l'OM. Ouais, on avait un certain Didier Drogba qui a fait une très très grande carrière derrière, qui nous a lâchés au bout d'1 an, mais il le méritait. Merci Habib, ça a été un plaisir de t'avoir. On souhaite le meilleur pour la suite, évidemment. On va te suivre comme Walid le fait quasiment quotidienement. Au Red Star l'an prochain. Au Red Star. Lui sera encore à Bauer, c'est sûr. Bah oui, quoi qu'il arrive. Voilà. Parce que le Red Star, c'est à Bauer, je suis un enfant du 93, moi. Je peux pas les lâcher. Hein. Merci Habib. Bonne soirée à toi, c'était un plaisir de t'accueillir.